Je promets qu'on a choisi cette chanson pour démarrer à cause de Kevin Aubin. Kevin Aubin, dites-moi, vous savez qui chante ça? Pas du tout. C'est qui? Élisée Bolugbo vous donne la réponse. Jess Sabi et Peter One. Il est content de savoir. Est-ce que c'est possible de mettre dans cette Mais on t'en veut pas, on t'en veut pas. C'est pas des on t'en veut chansons pas. de la nouvelle génération? Non, mais Je ne demande pas ce qu'on mette à Zakapéon, mais quand notre même. rôle, il est pédagogique. Ce n'est pas parce que tu as une Parce carence que en comme culture vous, musicale qu'on comme tout le vous, monde on permet à des ça personnes va. qui n'ont pas cette culture-là d'élargir leur culture musicale. Mais on n'a pas envie. Et donc, justement, ces artistes, ce sont des artistes ivoiriens. Ils font partie des meilleurs artistes de Côte d'Ivoire, Jess Sabi et Peter One. Donc, D'accord. du coup, vous allez dormir. Moins bête. Non, je n'allais pas Non, le dire non, comme non, ça. ça n'a pas. Non, moi je l'ai dit. Bon, je sais pas. Moi, Mais quand non, je mais rentre chez moi, je suis j'écoute. d'accord avec Kevin parce que quand même on est suivi par une génération qui a moins de 35 ans. Pourquoi? Moi, je Pourquoi? connais Je des suis gens. pas tout le monde. Moi, je Mais connais non, des- il faut écouter également la musique contemporaine de notre époque aussi. Non, mais Parce que justement, tout le monde- nous, on connaît bien, C'est nous, on connaît pédagogique, bien, mais de nous, on temps connaît en bien temps, du il faut Azala rajouter cette Capéon. musique-là. Donc, il n'y a pas de raison Non, on qu'ils n'a pas ne dit connaissent seulement Il y a Azala pas que Capéon, ça. Non, pas mais qu'Azala ma phrase Capéon. n'est bon, pas il y a pas terminée. que ça. Ma phrase n'est pas terminée. Nous, on écoute et on connaît bien du Azala Capéon. Il n'y a pas de raison que Kevin Aubin ne connaisse pas Jess Sabi et Peter One. Bah, j'écoute du Brel, du Aznavour. Non, mais en plus, Et désormais, du Jess Sabi et du Peter One. En plus, Voilà. Brice, moi ici, tout le monde a failli me vouer aux gémonies parce que je n'ai pas reconnu une musique de Dadju ici. On m'a traité Voilà. de vieux, de je ne sais quoi ici, d'australopithèque, tout ça. J'ai été traité de ça ici. De vieux Qui a dit ça? Mais j'ai peut-être- pensé peut-être à tu connais. Kevin Aubin, j'ai pensé à ceux dont vous parlez, parce que quand même, dans mon rôle de modérateur, d'animateur, j'ai le devoir de penser à tout le monde. On a D'accord. promis ça pour vous. All we need is somebody to lean on. Et là, c'est qui? Attends. Non, attends. Je te protège. Moi, j'écoute pas ce que je comprends pas. Et tu danses. Eh, Mais tu attendez. danses. Ça va venir, on n'a qu'à continuer. Donc, pour dire, C'est DJ Snake, Major Laser. voilà. Voilà, Major Lazer. C'est Toi-même, tu es contente aussi, comme je le disais. c'est Linon. Il t'a Bon, contaminé. pour dire, voilà, c'est ça, c'est ce qu'on fait. On fait un peu de culture, hein, on permet. Voilà. Là, c'est Demain, ça sera rythmé. Roselyne Layo, par exemple. Rosine Layo, pourquoi pas? Ah ouais, non. Pourquoi pas. Bonsoir à tous, on espère que petit cours quand même, musique avant de commencer. Kevin, bonsoir, vous allez bien? Bon Bonsoir, week-end. ça va et vous? Vous Oui. étiez à quel concert? J'étais pas à un concert, j'étais à un événement, Un événement, on assez aura l'occasion d'en spécial. parler. Avec des bulles. On aura l'occasion d'en parler. Justement, je garde la surprise pour tout à l'heure. Madame Bleu, bonsoir, comment allez-vous? Très très bien. Bien, week-end aussi à la maison? Reposant. en Comment va famille. mon Noah? Il va très bien, bientôt 1 an. Ah ouais? Dans 2 semaines. Je Ça l'adore. passe vite, hein. Je l'adore. Et il parle beaucoup déjà. Il parle déjà. ouais. Il sait de qui tenir. C'est ça. C'est un talkiste, hein, bébé. Allez, bonsoir, comment allez-vous? Bonsoir Brice, ça va? Bien le week-end? Oui, ça En va. famille? Oui, tranquille, Ça au va travail. Travail? Voilà. Très bien. Tout beau, hein, Brice? Merci beaucoup. Ça paye. Ça va, je cache ma joie. J'ai des rires comme ça qui. Quelle euphorie. Bonsoir Rihanna, comment allez-vous? Bonsoir Brice, ça va très bien et toi? Ça va bien, bien, bien. Tu es beau Brice. Merci mon chéri, merci beaucoup, ça me touche. Ça me touche. Les autres fois, j'étais comment? Ça me touche. Tu étais pas mal. Ça allait. Je vous le concède. Sa Majesté Daouda, bonsoir, comment allez-vous? Je vais super bien, Brice, et toi? Bien, oui, je vais bien. Voilà. Vous avez les surchemises? Oui, j'ai essayé de faire comme toi. Tu sais que je t'apprécie beaucoup. C'est vrai, je Voilà. comprends. Est-ce que tu peux me permettre que je salue quelqu'un? Mais vas-y, Élisée fait ça tout Voilà. le temps. J'aimerais saluer Lamine Martial, qui est sapeur-pompier au contrôle financier au plateau et qui d'ailleurs salue toute l'équipe du Talk. Lamine Martial. Bah voilà, on dit Salut. bonjour à Lamine Santé. Martial. Merci beaucoup. Élisée Bolougbe, bonsoir, comment allez-vous? Bonsoir, Brice, je vais très bien. Ça va Et bien. vous-même? Bien, ça va très bien. Votre week-end, il était spirituel? Ben, comme d'habitude, hein, le samedi, j'ai profité avec des amis de promotion du premier cycle. Secondaire, on s'est retrouvés après plusieurs années. Donc, on a passé un peu le temps ensemble. Et puis, en plus, la famille et le dimanche, comme d'habitude, spirituel. Très proche de Dieu. Tu sais ce qui est bizarre? Quand les anciens élèves d'une école commencent à payer voiture, c'est là qu'ils vont faire rassemblement de tous les gars de l'ancienne pour qu'ils montrent leur Non, nouvelle moi je suis voiture. membre de l'association des anciens du lycée moderne de Divo, d'ailleurs dont je suis vice-président. Je m'excuse d'ailleurs parce que je n'ai pas assisté à beaucoup de réunions pour dire une seule. Mais c'est bien, Mais c'est qu'on très bien de garder ce lien. Ouais, c'est très bien de important, garder c'est ce important. lien. Mais souvent, c'est pour montrer vos nouvelles voitures. Non, pas forcément. On a envie de se Généralité, retrouver. mon ami. Il y en a qui n'ont pas de voiture, ça va, mais c'est pas ça le En plus général, important. c'est pour célébrer des naissances. Mais c'est surtout, ou oui, bien mais c'est soutenir surtout les gens des qui, dans les décès, groupes ce comme genre de Dauda, choses. ont des questions. Toi, tu deviens quoi? Et Toi, tu toi deviens quoi? Oui, Qu'est-ce que tu justement. deviens? Non, c'est Mais gênant. alors, au-delà de la célébration, il faudrait que ça apporte quelque chose aussi à chacun. Oui, il y en a comme qui par font exemple des placer dans des cotisations, entreprises, oui, bien sûr. donner des Ils s'entraident. opportunités. Oui, Voilà, Oui, c'est ça, s'entraider. c'est ça. C'est le but. Bon,
J'avais ma grande révision, j'avais une image que je vais Oui, garder c'est un pour... joli petit nœud rose qui te va Oui, très bien. exactement. Ce petit nœud rose, Réna, vous nous en parlez. Oui, mais j'ai déjà parlé d'Octobre Rose, hein, donc j'ai bien envie de laisser quelqu'un d'autre le faire peut-être, ou bien non, moi. On Ok. dira, C'est Yana. toi, c'est D'accord, toi, c'est ok. ton nom qui est Donc sorti. Octobre Rose, Au revoir. je vais revenir donc sur ce mois dédié à la sensibilisation contre le cancer du sein. Et donc aujourd'hui au sein de Live TV, on a eu une journée qui était dédiée donc à cette sensibilisation à tous les travailleurs, tous les animateurs de l'équipe devant et l'équipe derrière. Et donc à cette occasion, on a eu droit donc à une certaine pédagogie, à certains témoignages. C'était très intéressant. Et puis donc à des petits nœuds roses qu'on porte tous pour montrer donc notre solidarité aux personnes donc, souffrant de cette maladie, mais aussi pour pouvoir prévenir, donc appeler certaines personnes à se faire dépister parce que c'est très important. Merci beaucoup. Séquence sensibilisation by Réna Assi. On porte tous le nœud pour dire notre solidarité d'ailleurs à ce combat-là et surtout dire aux personnes qui malheureusement traversent ces moments plutôt difficiles, eh bien qu'on ait tout cœur avec elles et surtout tenir bon. Élisée le dit souvent dans ses propos, la bonne nouvelle c'est qu'on en guérit. On en guérit. On en guérit lorsque c'est dépisté Très très assez tôt. tôt. ouais. Assez tôt. Ouais, on va juste retenir, on en guérit. C'est ça. Déjà. Après, vous apportez la précision. Merci, Madame Bleu. Bon, les amis, je vous propose tout de suite une vidéo du jour, on en parle. La vidéo du jour, c'est en Guinée équatoriale. On a vu la vidéo de monsieur se présentant comme étant le vice-président, le président par intérim de la communauté ivoirienne vivant en Guinée équatoriale, pour réclamer, dit-il, la régularisation de la situation par l'État de Côte d'Ivoire, des récriminations de monsieur Diaby Mamadou, qui en veut à un responsable donc, du consulat de Côte d'Ivoire en Guinée. On regarde la vidéo, on en parle tout à l'heure. Bonjour à tout le monde. Bonjour à tout le monde. Ça fait 8 ans. Ça fait 8 ans. Nous avons notre ambassade à Côte d'Ivoire ici en Guinée équatoriale. En Guinée équatoriale. C'est monsieur, depuis l'arrivée ici à Malabo, ça fait presque 1 an. Il a fait qu'installer du désordre au sein de la communauté ivoirienne ici en Guinée équatoriale. Tout c'est trop. Nous les Ivoiriens, on n'a rien contre l'État de la Côte d'Ivoire. On a besoin des diplomates de profession, les diplomates professionnels. Un gars qui vient ici, il ne peut que mettre du désordre. Il menace le président de la communauté. Il ne peut que faire rentrer la gendarmerie au sein de l'ambassade de Côte d'Ivoire pour arrêter les Ivoiriens. L'État de Côte d'Ivoire est là pourquoi? Je me nomme M. Diaby Mamadou, président par intérim de la communauté ivoirienne. Si l'État de la Côte d'Ivoire ne fait pas quelque chose pour que ce monsieur rentre, nous, on ne va pas sortir de l'ambassade aujourd'hui. Trop, c'est trop. Quand on parle au chargé d'affaires, il dit qu'il n'est pas au courant. Il n'est pas au courant. La Côte d'Ivoire ne manque pas de diplomates de carrière au sein du ministère des Affaires étrangères de la Côte d'Ivoire. On a besoin des personnes professionnelles, non des personnes qui servent de désordre, qui ne connaissent pas son rôle. Le tribalisme, ça c'est un diplomate. Trop, c'est trop. Je vous le disais, donc il s'est présenté donc dans la vidéo. Diaby Mamadou, président, dit-il, par intérim de la communauté ivoirienne vivant en Guinée équatoriale, qui fait éruption donc dans le bureau du diplomate en question, à qui il reproche de s'aimer, permettez l'expression, je reprends, la zizanie. Voilà, on l'a vu. Commentaire, Élisée? On a tous été un peu interloqués par cette vidéo. Moi, personnellement, quand je l'ai vue hier, ça m'a paru vraiment hallucinant, je dirais, qu'on débarque dans une représentante diplomatique et qu'on agisse comme ça. Mais à y regarder près, c'est l'expression d'un ras-le-bol. Il y a quelques semaines de cela, on parlait ici un peu de la situation même des migrants en Guinée équatoriale, où déjà même les Camerounais se plaignaient de vivre vraiment le martyre. Vous imaginez si des communautés peuvent n'ont pas la possibilité d'avoir des papiers qui leur permettent de vivre décemment, ça risque encore d'être des problèmes vraiment pour ces personnes-là. Et quand on l'écoute, on se rend compte que depuis en tout cas l'arrivée de ce diplomate-là, ils ont beaucoup de soucis. Parce que ce que les gens doivent comprendre, c'est vrai qu'on fait des cartes de séjour, mais les cartes de séjour, vous les faites à partir des cartes que vous avez de votre pays en fait. Voilà, donc la carte consulaire ou bien la carte étatique de chez vous qui vous permet d'établir maintenant une carte de séjour. Or, si ça, on ne vous la délivre pas, vous ne pouvez pas établir une carte de séjour et donc vous rentrez en situation irrégulière. Et là, il disait c'est environ 500 Ivoiriens, c'est ce que j'ai cru entendre, voilà, qui sont en situation irrégulière depuis un moment. Je pense qu'il y a lieu que le ministère des Affaires étrangères se penche sur la question de façon sérieuse, quoi. Bon, moi, je pense que, comme Élisée l'a dit, ils ont peut-être raison, mais j'estime que cette façon d'utiliser la violence, de séquestrer le diplomate dans son bureau, je trouve ça un peu
exagéré en fait. Parce qu'il y a des moyens pour pouvoir en fait demander en fait quelque chose à l'État de Côte d'Ivoire. On peut faire un courrier pour adresser à la ministre des Affaires étrangères, Kandia Camara, ou même adresser un courrier au Premier ministre ou au Président qui vont prendre l'affaire à bras le corps. Maintenant, séquestrer un diplomate dans son bureau, je trouve que ça, je ne suis pas assez d'accord avec. C'est clair que l'acte n'est pas excusable, mais comme l'a dit... Madame, vous intervenez comme ça? Oui, si tu me permets. Oui, je continue, d'accord. C'est clair que l'acte C'est Kevin n'est pas... qui voulait intervenir, donc il était prêt. Désolée, je n'avais pas suivi. C'est clair que l'acte n'est pas excusable. Comme l'a dit Élisée, c'est l'expression d'un ras-le-bol. Je pense, et peut-être qu'ils ont certainement dû faire des courriers, parce que ça fait, je crois, depuis janvier. Ils l'ont fait, ils l'ont fait à maintes reprises. Ils ont transmis des courriers, ils n'ont pas eu de réponse. À un moment donné, quand vous n'avez pas de retour, après maintes et maintes sollicitations concernant votre cas, sachant qu'il vous reste 60 jours, comme l'a précisé M. Diaby, il vous reste 60 jours avant d'être expulsé du pays dans lequel vous résidez. Quel est le moyen de pression que vous avez à votre disposition? Donc on séquestre un diplomate. Non, finalement, on est sur ce plateau. On séquestre un diplomate. Non, je termine. Finalement, on est sur ce plateau, on est en train d'en parler. Certainement que le ministère des Affaires étrangères, interloqué, comme le mot que Élisa a choisi, interloqué par cet acte, vont certainement réagir et prendre le pouls de la situation. Je l'ai dit au départ, la situation, ce qu'ils ont fait n'est pas excusable, mais à un moment donné, quand on ne vous écoute pas, vous êtes obligé de passer par les grands moyens, tout simplement. Et finalement, aujourd'hui, on en débat. Kevin? Oui, moi, effectivement, je ne suis pas d'accord pour prendre à partie comme ça un diplomate. Là, on est tous d'accord. Enfin, elle a dit au début de son propos. Je pense que ce que les gens ne comprennent pas, en fait, ils ne comprennent pas la lenteur, la léthargie administrative de nos ambassades à l'extérieur. En Côte d'Ivoire, quand tu es sur le territoire ivoirien, que tu pars renouveler ton passeport, c'est 3 jours maximum, justement, pour qu'on te donne ton passeport. Nous sommes près de 29 millions d'Ivoiriens. La grande majorité de la population vit sur le sol ivoirien. Et quand cette grande majorité-là parvient à obtenir un passeport dans un délai de 3 jours, les gens de l'extérieur se disent « mais pourquoi une petite minorité qui est en Guinée équatoriale notamment ne peut pas justement acquérir son passeport dans un délai minimum ?» Et voilà, donc ça peut paraître totalement insensé pour ces gens-là. Ils se disent en fait que vraiment, il y a vraiment un laxisme administratif. Et on peut même se demander ce que les agents consulaires font de leur journée, excusez-moi. Voilà, donc... Non, mais encore que, est-ce que la délivrance du passeport est du fait des agents consulaires? Parce que tant plus que la procédure, c'est vous faites enregistrer et les passeports, et les documents sont acheminés jusqu'à Abidjan. Alors, oui. Il y a une longue... Donc, est-ce que les agents consulaires sont les premiers ou les seuls à être incriminés, je veux dire, Alain Toussaint? Non, je ne sais pas s'il faut incriminer des personnes en particulier, mais sur le délai dont parlait Kevin, effectivement, dans le pays, c'est 3 jours. 3 jours, je pense. Et puis, quand on est résident à l'étranger, il faut patienter entre 30 et 90 jours, parfois plus quand il y a nécessité de vérifier des documents, parce qu'il y a quand même pas mal aussi de faux documents qui sont remis au service consulaire, et donc ce qui rend la tâche un peu difficile. Maintenant, ce que je voulais dire ici, ce qui est indexé, au-delà de la Guinée équatoriale, c'est l'inefficacité de nos services consulaires. Que mes amis me pardonnent, mais... mais d'ailleurs, depuis vous en 60 parliez, ans, oui, parce qu'il y a la plainte pour la Guinée équatoriale, mais dans d'autres pays. Dans d'autres pays. La France, notamment. Depuis que la Côte d'Ivoire est indépendante, qu'elle a ouvert des ambassades, des représentations diplomatiques ailleurs, on a parfois quand même des interrogations sur la capacité d'assistance que ces services-là peuvent apporter aux ressortissants ivoiriens. Et ceux qui sont en Europe le manifestent très souvent par l'occupation des locaux de l'ambassade. On l'a déjà vu à Paris, en Allemagne et ailleurs. Et puis ceux qui sont en Afrique, là je le découvre en Guinée équatoriale, on peut dénoncer, condamner ce type de pratique, mais en même temps, c'est certainement un dernier geste de désespoir. Parce qu'un diplomate, il est là pour protéger sa communauté, représenter le pays, assister. Mais rarement on a vu nos diplomates aux côtés des Ivoiriens quand ils sont en difficulté, notamment ceux qui sont à l'étranger. Et ça, cela ne peut pas continuer. Maintenant, moi, ce qui me surprend ici, c'est le silence du ministère des Affaires étrangères. Le minimum aurait été quand même de produire un communiqué pour nous éclairer. Voilà. Mais l'habitude, c'est l'omerta. La vidéo date de quand? Je crois qu'il y a 2-3 jours qu'elle circule. Oui, donc du coup, c'était le week-end. Mais non, il n'y a pas de week-end en diplomatie, on travaille tous les jours. Non, mais non, voilà. Alain, Non, si, attendez, sur l'Ukraine,
il y avait un événement qui s'est produit durant le week-end, et je crois le dimanche, il y avait un communiqué du ministère des Affaires étrangères. Donc, pas de deux Justement, poids, est-ce deux qu'on peut mesures laisser un non peu plus. le temps aussi, justement, parce que c'est une plainte, c'est une récrimination. Est-ce Oui, qu'on ne se mais donne pas aussi Il le faut temps quoi? de Un coup de pouvoir- fil à Malabo, c'est compliqué? Mais pour parler à qui? Ben, pour parler au consul. Au consul. Au consul qui va donner sa version. non, mais mais voilà, au chargé peut-être d'affaires. peut-être que le ministère aussi peut se donner les moyens d'envoyer une Mais mission bien sur sûr. place pour s'enquérir de la Voilà, réalité pour des dire faits. que- Oui, mais Donc ça ça n'empêche lui prend un peu de ça temps quand n'empêche même. pas un communiqué quand même déjà pour ouais. rassurer Oui, et pour la dire communauté que- ivoirienne. mais et le les communiqué- Ivoiriens. Mais Faire le vous parlez de communiqué communiqué, aussi. mais peut-être que le ministère, je ne sais pas, là on a beaucoup de spéculations. Est-ce que peut-être que le ministère n'est pas en contact avec le fameux M. Diaby Diaby pour lui parler? Mais c'est pour ça qu'on parle de communication. La communication, donc, c'est très il faut le important. faire savoir, Un la communiqué spéculation. peut permettre Non, on d'éviter cette spécule pas. spéculation et Non. permettre de dire Non, en mais fait tu sais, que Edith, nous un avons État pris sérieux ne connaissance. fait pas de communiqué Non, non, comme non, ça. nous avons pris Quand il connaissance fait de le la communiqué, situation. quand il fait le communiqué, il a les tenants et les aboutissants. Mais il les D'autant a plus forcément. qu'il les a pas. Non, on est juste tous sur plateau. Daouda, On a vous vu pensez une que le vidéo. ministère n'a pas Non. les informations qui se Ils discutent sont dans relativement l'ambassade? Il est avec leur important consul. qu'ils Quand aient le même. point. Ils ont le point de Diaby Quand par même. vidéo. Il faut qu'ils aient aussi le point du diplomate. Mais qui dit et qu'ils voir n'ont pas aussi ce d'autres point? Mais témoignages. sur le point le du consul. diplomate, le diplomate s'est exprimé dans la vidéo de l'autre. Dans la- Bah oui, c'est exprimé. Là, il a dit, il a exprimé son désarroi. Il a dit, il s'est même adressé au gouvernement de Côte d'Ivoire. Donc, ils ont son point. Voilà. Au moins, l'État a le devoir d'aller sur le terrain pour savoir. Non, moi je comprends tout à fait la problématique et je comprends le ras-le-bol qui a pu pousser donc, le président donc, de cette communauté à s'exprimer ainsi, mais je déplore vraiment la manière parce que pour moi, je veux dire, même une vidéo, pas forcément avec l'ambassadeur, aurait eu le même impact. Je m'explique. Il aurait fait une vidéo à partir de son siège, par exemple, où il décrit justement certains agissements, certaines lenteurs. Cette vidéo serait tout aussi virale sans forcément avoir une ressemblance à un appel à la révolte ou à la haine, parce qu'il y a beaucoup de révolte en fait dans cette vidéo. Donc c'est ce qui masque un peu, j'ai envie de dire, La cause? pas Non, la cause forcément, mais je veux dire, pertinence, quand on regarde cette vidéo, tout de suite, on est tout de suite sur la manière, on est tout de suite braqué sur la manière. c'est Je veux pas la dire, meilleure moi, des quand j'ai manières, regardé d'accord. cette vidéo, je ne comprenais pas vraiment la problématique. Il faut fouiller pour comprendre. Donc moi, je pense qu'une vidéo beaucoup plus pédagogique qui appelle justement à un ras-le-bol, mais de façon plus diplomatique, parce qu'il parlait Oui, mais lui-même quand on est de dans diplomatie. quand on est dans la détresse, excusez-moi, la pédagogie, ça peut attendre. Il a parlé lui-même de diplomatie, donc Là, la détresse, ici, ce ça que quand compte même, aussi en ce que je diplomatie. relève, c'est que des forces de police sont entrées dans une ambassade qui est une enceinte qui est protégée par une immunité. On ne peut pas rentrer comme ça sur ce C'est territoire. d'ailleurs même très grave. Voilà, c'est quand même très grave. Je veux très dire, si on ne peut pas dialoguer avec ses compatriotes, avec qui peut-on donc dialoguer? C'est quand même grave qu'un diplomate accepte que des forces extérieures, c'est-à-dire d'un pays étranger, parce que Non, l'ambassade... il n'a pas c'est fait qu'accepter, Voilà. il les a invités à Il les a invités, Mais si voilà. ce ne sont pas en sécurité, est-ce qu'il n'a pas le droit d'appeler ces forces On parle de là diplomatie. On La parle de diplomatie, diplomatie. a des règles. On La n'en diplomatie parle en pas a comme des danger. règles. Eric, Edith, ma vie ça, est en sa vie danger. en danger Non, Bah attention. mais il est séquestré. Bah, écoute, Non, il n'est pas séquestré. séquestré. Non, si, il est séquestré, à la limite. C'est trop dire. excuse-moi, séquestré. ce Parlez sont pas des- tous ensemble. il s'agit de jeunes Ivoiriens qui sont en Guinée équatoriale, qui veulent y vivre, qui veulent justement y travailler, qui ne peuvent plus le faire Mais parce là, qu'ils on n'ont pas empêche de carte d'accéder à de son séjour. bureau. C'est Regarde. juste du désarroi que moi je vois sur la vidéo. Tu Mais penses le monsieur vraiment, est séquestré je dans termine, son bureau. Mais tu parles de danger. Est-ce qu'on peut m'accepter cela au moins? Qu'il est séquestré dans Non, son il bureau? n'est pas Attends, séquestré. j'ai Comment est-ce que totalement comment vous dénoncé. interprétez la J'ai séquestration? dénoncé la séquestration avant de parler. Oui, je suis d'accord avec ça. D'accord, Je mais tu l'entends. penses vraiment qu'ils vont faire du mal à ce monsieur? Non. Arrête. Mais si c'est Il sympa. signe les documents, il délivre les documents. Mais le ressenti, Ça s'appelle juste un moyen Non, de pression, n'empêche que C'est un moyen de pression, tu ne peux c'est pas, tout. tu ne peux pas en fait présumer du ressenti du diplomate. Ce que tu peux Mais supporter, Daouda, est-ce que lui peut le préoccupez-vous des supporter 500 forcément? Ivoiriens qui n'ont pas de papier, qui Qui risquent peuvent d'être pas travailler. expulsés. Mais n'empêche, Le diplomate est-ce que- ne risque pas de quitter le territoire de Donc tout enfin, ça, de Malabo. on va le Non, séquestrer dans son bureau. Pas de violence, pas d'agression. On n'excuse Mais pas on cette n'excuse violence. pas. Daouda, je comprends, n'excuse mais tu pas. sais, en fait, faut, pour nos téléspectateurs qu'on comprenne quand même que nos ambassades ne sont pas livrées à elles-mêmes. Dans chacune des ambassades, il y a ce qu'on appelle des attachés de défense. C'est des gens qui sont là, qui sont chargés de veiller sur la sécurité. sécurité, oui. Et généralement, c'est des officiers, des sous-officiers, Bien des sûr, officiers des même supérieurs du Exactement. pays qui vivent. Quand il y a quelque chose, c'est à eux de faire tout ce qu'il y a pour mener la situation, en tout cas à revenir à la normale. Mais on ne peut pas, moi je dis, en fait, parce que c'est un précédent qu'on est en train de créer, inviter une armée étrangère à faire irruption dans notre ambassade parce qu'on a des problèmes en interne, c'est un précédent qu'on est en train de créer. si tu me Et ça, permets- c'est des choses qui peuvent être préjudiciables pour la suite, en Après, fait. ce n'est pas pour faire le procès du diplomate en question, mais finalement, ça peut être un indice. Le président, par intérim, disait, il parlait de l'incapacité ou bien du manque
de qualification de ce Le diplomate, professionnalisme. du professionnalisme. Mais finalement, est-ce que le fait de faire entrer des forces étrangères au sein du territoire ivoirien dans une ambassade, ce n'est pas finalement ce point-là qui est décrié et qui peut-être cache la forêt finalement de Mais cette incompétence? Il a dit dans sa vidéo, il dit qu'il a même fait. Il est entrer des fébrile poli- finalement, Ouais, faire il a intervenir des fait forces entrer étrangères à Non, l'intérieur. il y a une autre vidéo même qui consulat. suit celle-là où on voit effectivement des gendarmes même entrer dans l'ambassade. Oui, c'est ça. Ça, c'est Exactement. la vidéo existe, je l'ai Très vu bien. même ce On matin. aura certainement le fin mot de cette histoire-là. On dans- espère dans la les réaction prochains du jours. ministère des Affaires étrangères. Alors, on parle avec vous de Politico. Après, Ah oui, tiens. C'est Ouais, oui. quand même. Ah oui, j'avais Nous y oublié. sommes déjà. Oh ben oui, On va s'intéresser à ce qui se passe sur la scène politique dans, Ouais, dans d'accord. Politico, avec vous, Alain on n'a Toussaint. toujours pas de jingle. Je vous promets qu'on les aura demain. Ah non, c'est pas le bonsoir. C'est pas le bonsoir. D'accord, très bien. C'est juste pour taquiner. Oui. Et votre chronique, Alain, c'est les gendarmes. Ah, on parle de gendarmes. Les gendarmes et les valeurs. Le gendarme et les Ça valeurs, change, oui, hein. effectivement. Ben, il y a le lancement. Là, Allez-y, aujourd'hui. Alain, allez-y. Allez-y, Alain. Alors, c'était le bon, je le fais pour vous. Faites-le. Faites-le donc. La schizophrénie, quoi. C'était le week-end de toutes les angoisses en Afrique du Sud et moi des populations intention Pretoria et Washington. Alors, il n'a certainement pas échappé à nos amis qui nous regardent que la semaine passée a été marquée par une tension entre l'Afrique du Sud et les États-Unis. Et pourquoi cette crispation en fait fait suite à la publication mercredi sur son site internet par l'ambassade américaine en Afrique du Sud d'une alerte attentat. Le communiqué des Américains faisait état d'informations selon lesquelles des terroristes pourraient prévoir de mener un attentat ciblant de larges rassemblements dans le périmètre de Sandton. Sandton, c'est le quartier d'affaires de Johannesburg. Et samedi notamment, et au cours d'une manifestation organisée à l'occasion de la Gay Pride, la fête de la fierté gay, ou encore le spectacle d'un humoriste juif. Alors, sans forcément mettre en cause le bien fondé ni la crédibilité des renseignements américains, les autorités sud-africaines ont jugé cette alerte malencontreuse, car n'ayant pas fait l'objet d'aucune discussion préalable entre les deux gouvernements. Et cette annonce a été abondamment relayée sur les réseaux sociaux et via les groupes WhatsApp des quartiers ou d'écoles de Johannesburg, et l'annonce a sémé une peur panique au sein des populations. Alors, comme il fallait s'y attendre, le président Ramaphosa a réaffirmé que son gouvernement travaille 24 heures sur 24 pour vérifier et regarder de près ce message qui est venu de la part des USA, mais le mal était déjà fait. Absolument. Alors, merci Alain. Tenez, je vous donne la relance. C'est bien. Et ensuite, vous me rendez ma Parce que copie. je vous suis avec beaucoup d'intérêt. Justement, Ah, jaune. bon, je sais quand même, il n'y a pas eu, heureusement, il n'y a pas eu d'attentat. Bon, pourquoi le cas sud-africain se présente comme un cas qui irrite, en fait les Oui, autorités en fait, il faut dire que les États-Unis, on l'a déjà constaté, sont assez coutumiers de communiquer relatifs à des situations de sécurité dans des pays qui sont souverains, qui sont autonomes. Et cette fois-ci, en fait, cela a passablement agacé le gouvernement sud-africain parce que l'Afrique du Sud, d'abord, depuis plusieurs années, n'a pas connu d'attentat. Et puis, ce pays a surtout des soldats dans le pays voisin, en Mozambique, et 1 millier de soldats sud-africains qui, depuis quelque temps, luttent, depuis juillet 2021, qui luttent contre les combattants djihadistes. Alors, et lundi dernier, on l'observe également, les États-Unis ont même publié un communiqué, une alerte attentat concernant le Nigeria. Il ne s'est rien produit, justement. Alors, il faut dire que si cette habitude américaine d'alerter ses ressortissants dans certains pays ne rencontre pas toujours le mécontentement public ou officiel, cette fois-ci, cela a déplu en Afrique du Sud. Et il n'y a pas de hasard, parce que cette séquence, cet événement se produit au moment où les États-Unis font la cour à l'Afrique du Sud dans le contexte de la crise entre l'Ukraine et la Russie, puisque les Américains veulent rallier à eux le maximum de pays africains. Alors, moi j'ai une question. C'est ce qui est très courant, c'est qu'aujourd'hui on se rend compte que des pays, sur la base d'informations reçues, publient des alertes. Oui. On est d'accord. Donc c'est un peu le cas pour l'Afrique du Sud, comme c'est le cas pour certains pays. Sauf que dans le cas d'espèce, les attentats n'ont pas eu lieu. oui, heureusement, les attentats n'ont pas eu lieu, mais publier des alertes dans un pays devrait être, disons, du seul fait du gouvernement de ce pays-là. En Europe, vous ne verrez pas l'ambassade britannique ou même américaine publier un communiqué disant qu'il y aurait un risque d'attentat en France. On laisse cela aux autorités du pays. Il n'y a que dans les pays d'Afrique que des ambassades occidentales publient régulièrement
des alertes sur la sécurité, etc., etc. Donc cela, très souvent, quand même, froisse les dirigeants de certains pays. Il y en a qui le manifestent, comme l'Afrique du Sud, et puis il y en a qui préfèrent se taire, et parce que justement, ils ont affaire Mais est-ce quand qu'il même n'y a à pas, des grandes puissances. ça ne met pas à nu également un défaut au niveau des services de renseignement de certains pays qui sont aidés, ou en tout cas ces puissances-là qui aident les services de renseignement de certains pays, souvent à parer à ces alertes-là? Parce que l'intention, à la base, elle est noble. Hein. Oui, elle est bon, de déjà, protéger les ressortissants. les services de renseignement des pays coopèrent. Je pense que la Côte d'Ivoire, par exemple, coopère avec les États-Unis, avec la France, avec d'autres pays, d'autres puissances, et même à l'intérieur des pays de la CEDEAO, il y a des échanges d'informations. Mais préempter comme ça le champ de l'information du point de vue de la sécurité peut quand même agacer. Et l'Afrique du Sud n'est pas un petit pays non plus. Ce que vous proposez, par exemple, c'est que si une puissance, aussi puissante soit-elle, a une information, ce que vous souhaitez, par exemple, c'est que cette puissance communique avec le Comme gouvernement cela se en place. fait. Mais cela se fait tous les jours sans que, sans que cela soit apporté à la connaissance du public. Seulement les Américains ont eu, ou les États-Unis pour être moins péjoratifs, ont cette habitude de publier sur leur site internet des alertes sécurité. En tout cas, en Afrique du Sud, ça n'a pas plu et le président Mais alors pourquoi le choix de Ramaphosa ce titre, le l'a gendarme dit. et les valeurs? Quelles Alors, valeurs doivent être le gendarme et les valeurs, justement, parce que quand les États-Unis demandent que les puissances africaines ou les pays africains se rallient à eux dans le cadre du combat contre la Russie, c'est quelque part une violation de la Charte des Nations Unies qui quand même prévoit l'autodétermination des peuples. Et obliger les pays à coopérer uniquement avec l'Occident plutôt qu'avec la Russie, c'est en contravention avec ces mêmes lois-là. Donc les valeurs universelles, elles sont, comme on dit, non négociables et que chaque pays a le droit de choisir son partenaire économique, son partenaire diplomatique, d'ouvrir des ambassades dans le pays de son choix sans qu'il soit contraint. Or, les Américains voudraient, à travers une loi qui va être votée très bientôt au Congrès américain, sanctionner tous les pays africains qui n'auraient pas pris fait cause pour l'Ukraine. Il a bouché le robinet. Il a fermé le robinet à subvention. Voilà. Merci Alain, merci. On retrouve lundi prochain notre numéro de Politico. Avec votre jingle, je vous le promets. Merci. Je peux faire le jingle. Vous préférez le jingle? Non, vous aurez un jingle, je vous promets. Vous l'aurez, vous l'aurez. Je pense même déjà dès demain, vous l'aurez. Je l'ai quelque part dans une des poches de ma veste. Les amis, on va parler de l'arrestation d'un général en Côte d'Ivoire. On aura l'occasion d'en parler tout à l'heure, juste après ceci. Vous regardez le Grand Talk, et puis toutes nos excuses pour le retard avec lequel ce numéro a démarré. Pour des raisons indépendantes de notre volonté, il y a toujours sur le plateau Kevin Aubin, il y a Madame Edith Bourbleu, nous avons M. Alain Toussaint qui, après Politico, aussi enlevé, a besoin de se désaltérer. Élisée Bolougbe, Sa Majesté Daouda et Rayana Assi. Vous êtes nombreux sur nos pages des réseaux sociaux à vous exprimer, à partager vos différents points de vue. Bon les amis, j'ai un petit cadeau pour vous. Je vous ai promis qu'on vous ferait des petits cadeaux sur le plateau. Et à cet effet, je reçois Paul, Paul qu'on a eu au téléphone. Venez Paul, venez nous faire un petit coucou. Paul, vous êtes risicologue, c'est comme ça qu'on dit? Le risicologue. Vous êtes venu de Saint-Fra avec du riz de chez nous. Merci beaucoup Paul. J'aimerais qu'on voit. J'aimerais voir la main tendue de Ce riz est produit en Côte d'Ivoire, à Saint-Fra. C'est ce qu'on appelle le riz local, de très très bonne qualité. Il est vendu sur nos marchés. Ah oui, il est vendu sur nos marchés. C'est difficile d'avoir accès à ce riz. Oui. Voilà, pour la simple raison qu'on n'arrive pas à produire suffisamment. Qu'est-ce qui manque? Nous sommes dans des conditions très difficiles et on n'a pas accès aux semences de qualité en permanence. Et si ces deux facteurs sont résolus, voilà, on pourra produire du riz en grande quantité pour satisfaire toute la Côte d'Ivoire. Vous avez comment on dit, un champ de riz de combien d'hectares? Alors, la zone où je suis, Saint-Fra, le secteur où je me trouve, nous sommes sur 250 hectares avec des communautés. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Saint-Fra est une opportunité pour l'atteinte de l'autosuffisance. Nous disposons de plus de 25 000 hectares de plaines inondables. Donc, c'est une grande zone de production, comme Oumé d'ailleurs, Ma, Danané, Boaké. Donc, le riz, voilà, la Côte d'Ivoire est une rizière. Voilà. En moyenne, chaque année, vous produisez combien de quantité de Alors déjà, tonnes les conditions dans lesquelles nous produisons ne nous permettent pas d'avoir des rendements que nous recherchons. Okay. Donc, on tourne autour d'une tonne et demie, 2 tonnes. Mais pour ceux qui sont sur des périmètres aménagés, avec des variétés améliorées, ils vont jusqu'à 4-5 tonnes de riz à l'hectare.
Voilà. Et actuellement, au niveau de la Côte d'Ivoire, on produit 60% de notre consommation. Alors, voilà. c'est En tout cas, écrit vous l'avez ici voulu le riz de Judith. C'est qui Judith? Juste pour savoir. Alors, dans notre démarche, nous encourageons tous ceux qui font la promotion. Voilà, vous voyez. Donc, on a le riz ivoire et on a mis le riz de Judith. C'est l'une de nos petites sœurs qui fait aussi la distribution de riz, comme le riziculteur Choco, comme voilà, ceux qui font la verdure, Stéphane, tout ça. Donc, voilà, donc c'est cela notre démarche. Très bien. Nous travaillons pour que tous ceux qui produisent le riz, tous ceux qui distribuent le riz, voilà, soient vus. Et Bon, puis, j'aurais bien voulu distribuer le riz à tous les Ivoiriens. Bravo, bravo. Alors, Oui, je veux dire qu'il a répondu à l'appel à l'aide suite à la famine qui frappait les Oh non, animateurs. on avait surtout dénoncé l'égoïsme et l'égocentrisme de M. Alain Toussaint, qui était le seul. Merci beaucoup, Paul. Merci, Grand bon merci courage. infiniment. Voilà, notre façon Merci de à vous vous. encourager. Et je vous Bravo. permets justement de passer Bravo, ce message du bon riz. Non, merci. Bah, attends, je cuisine et on partage. Je cuisine et on partage. Voilà. Il y a 10 kilos pour chacun, Il y a 10 alors ne kilos vous pour battez chacun. pas. 10 kilos pour chacun. Ah, super. Très bonne Moi, je nouvelle. vais offrir. Merci. peux garder. Merci beaucoup. Tu as eu ton riz. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci frère. Moi, Bel hommage à Judith. Bah oui, à Judith surtout, t'as vu? Bon, avec 10 kilos pour chacun. je vais offrir mes 10 kilos de riz à un téléspectateur. On va Oh, choisir, c'est on va gentil. choisir un téléspectateur qui nous écrit sur nos pages de réseaux sociaux. Et je vais offrir mes 10 Bien kilos de choisi, riz. hein. Ceux qui sont Démago. gentils avec nous. Pardon? Non, rien. Non, c'est vrai, je vais regarder, je vais même dire son nom avant la fin de l'émission. Titi, c'est vous. Et il vient Titi Elogne. Oui. Titi Elogne, voilà. Qui est très Titi- fidèle, hein, Qui est d'ailleurs. très fidèle, Oui. Titi Elogne. Mais là, il va Titi venir prendre le riz ici. Hein. Donc, Viens viens prendre prendre le le riz riz ici, ici. Sur le avec plateau d'accord. ici. Donc, il gagne 10 kilos de riz. Vous gagnez 10 kilos de riz, Titi Elogne, pour votre fidélité donc, sur notre plateau. De ma part, les autres sont gardés là, ça Mais là, dit, ouais. c'est pas grave. Monsieur de Perpignan qu'on accueille pour la suite, mesdames et messieurs. Voilà. Toujours pas de course? Oui, pas de course parce que la vie écoute. Enfin, c'est longue vie qui est dure, sinon le reste on peut gérer. J'ai entendu 10 kilos de riz, donc il fallait de la maison courir vite, venir prendre ma part. Voilà. Où on distribue manger, il y a toujours quelqu'un qui est à côté. C'est très important. Donc tu donnes pour toi un téléspectateur. téléspectateur. Et le téléspectateur dit qu'il n'a pas riz à la maison. Non, mais il a Non, mais répondu. il ne faut pas donner encore à ceux qui en ont. Non, mais il Hein? a répondu, hein, il a dit waouh, merci. Et puis il dit Waouh, en anglais, ça veut dire je n'en veux pas. Bref, c'est certain que vraiment, pendant que le riz est en train d'être offert par M. Brissano, qui est généreux, oui, un riz qu'il lui-même n'a pas goûté, ben, peut-être va regretter. Quand M. Toussaint va l'inviter chez lui, ben, il sera quand il faut penser pas à soi-même. Sur ce, M. Cabane, quand lui, il pense à lui-même. Très bien. Qu'est-ce Voilà. qui se passe avec M. Kabila? Alors, comme dirais-je ou dirais un grand Penseur. penseur, Kwakouba Nobel, dit que quand on en a assez amassé, il faut vraiment penser au tout petit. Et c'est ce que M. Kalban Denkan, désormais grand conférencier d'un nouveau campus à Cocody, refuse toute rémunération. Voilà quelqu'un qui est généreux. C'est-à-dire qu'il va venir vous apprendre. Mais attention, il y a aussi un conseil qui dit un maître qui ne gagne pas l'argent, il ne vous enseigne pas normalement ce qui est vrai. Parce que quand tu n'as pas l'argent, okay, tu n'enseignes pas trop. Okay. Mais en tout cas, le monsieur, il a 78 ans, c'est le plus jeune politicien de la Côte d'Ivoire. Donc il a encore la chance pour aller au présidentiel. Pendant ce temps, on parle du présidentiel, il y a un enfant qui parle beaucoup. Il dit, il s'appelle Jean Dipopieux, que tu connais. Toi, tu es ton ami. Oui. Tu es l'ami des Non, ça va, Sorodium. oui. Tu en sais plus. Alors, Jean-Yves Dipopieux invite Gbagbo à prendre sa retraite. En même temps, il dit que les deux autres aussi n'ont qu'à prendre leur retraite. Mais les deux ont dit, ah petit, quand tu veux parler, tu peux parler avec ton mentor. Nous, on n'a rien à voir, on n'est pas au PPAC. C'est Gbagbo qui doit prendre sa retraite. Mais nous, on ne prend pas notre retraite. Mais je crois que c'est un enfant qui parle beaucoup. Hein. Quand même, il faut laisser les vieux décider. Dans tous les cas, si le pouvoir là, on vous donne, vous n'avez rien, foot avec. Bref, c'est quoi le français, foot hein? Oui, non, tu es très bien. C'est Très en bien. forme aujourd'hui. Ouais, très en forme aujourd'hui. Alors, sur ce, alors mon bricot. Oui, monsieur de Perpignan. Je vais terminer sur ce parce que je n'ai pas à Paris, je n'ai pas eu le pain. Je n'ai pas eu, comme on appelle, le riz aussi. Donc, je suis un peu écœuré. Voilà. Alors, crise à Djamé Benjerville, un chef est condamné. Bon, moi, je ne sais pas, est-ce qu'on peut condamner un chef vraiment à la prison? Brico. Pourquoi? Pour conflit, peut-être qu'ils ont vendu et briller aussi, on ne peut pas condamner. Tu vas voir, c'est un mot bio. Alors, donc vraiment, il va être condamné à prison. Vraiment, je suis découragé, Brico. Si les chefs d'État doivent aller en prison et les chefs du ciel. Bah, il y a bien des chefs d'État qui ont fait 10 ans de prison. Donc. Quel chef d'État? Faut continuer. Dis-moi, non.
Dis le nom de par exemple. Kwame Nkrumah, qui encore Luna, voilà Luna. Voilà. 10 ans de prison. Ça ne va pas te tuer. C'est un fait. Bon, je ne pensais pas au président. Voilà, donc comme dit l'ami intime de Soro Guillaume, il a fait prison, tout le monde peut faire prison. Mais dans tous les cas, moi je ne suis pas prêt à aller en prison. Sur ce, mon Brico, je vais aller chercher mon sac de riz. Très bien, merci Voilà. beaucoup. Au revoir. À bientôt. Brico, vous êtes ici, les chefs de terre vont en prison, que dire des vers de terre. C'est lourd. Et c'est là tu pub. On l'a vu aux côtés de certaines autorités ivoiriennes. On l'a vu bardé d'étoiles. Ce général, qui est-il? Est-il un vrai ou un faux général? Il a été appréhendé, mais on en parle tout à l'heure dans notre grande actu. À tout de suite. Nous sommes de retour sur le plateau du Grand Talk. Vous nous regardez, ça nous fait plaisir. Vous nous écrivez sur le page des réseaux sociaux, vous regardez, vous réagissez. Ça nous fait énormément plaisir. Les amis, le général, j'insiste bien sur les guillemets, Joseph Mathias Lebailly a été arrêté donc par l'unité de lutte contre la grande criminalité le 21 octobre 2022. Et bien selon les sources officielles, il serait l'auteur d'escroqueries à grande échelle, évaluées à plusieurs millions de francs CFA. Comment cela est-il possible? Eh bien, on en parle. Élisée, vous l'avez rencontré, vous? Non, moi, je ne dirais pas si j'ai eu la chance ou quoi, mais en tout cas, je ne l'ai pas rencontré. Oui, mais bon, comme vous le disiez si bien, hein, c'est le site Police Éco qui a été le premier, en tout cas, à apporter l'information et qui disait que M. Lebailly, parce qu'il ne faut pas que je m'aventure à lui prêter des grades comme on dit qu'il a usurpé, il ne faut pas donc que je m'aventure, mais M. Lebailly aurait été interpellé interpellé pour... Le 21 octobre. Pour usurpation de grade, et puis également aussi, comme vous l'avez dit, pour escroquerie. Mais selon les informations qui nous est revenues, ou du moins le communiqué que ces avocats ont publié, parce qu'on a voulu quand même avoir la version de part et d'autre, selon le communiqué que les avocats ont publié, ils ont souhaité qu'on ne puisse pas lyncher leur client, mais ils ne disent pas si ce qui est reproché à leur client est vrai ou faux. Ils ne le disent pas, alors que la police qui a interpellé M. Lebailly, comme l'a dit, l'a interpellé pour usurpation déjà de grade, de type, pour escroquerie, pour un certain nombre d'éléments. Mais déjà, ce qu'il faut retenir, c'est que M. Lebailly avait un groupe, ou du moins une unité, qu'il a montée et qui, selon lui, serait une émanation de quelque chose qu'il a appris aux États-Unis, mais qui était sous couverture des Nations Unies, ce que les autorités ivoiriennes ont refuté, ou du moins la police a refuté, a estimé que ce n'est pas vrai. Donc, il bénéficiait d'un statut pratiquement de diplomate. Il circulait avec une voiture à plaque diplomatique. Il avait des bureaux, des locaux vraiment qui sont très impressionnants au niveau d'engrais. Et on a vu même la photo. Donc, il avait vraiment toute une structure à lui qui fonctionnait comme une structure normale. Mais ce qui est surprenant, c'est que cette structure fonctionne depuis des années. Et même, il y a eu des promotions qui ont été formées là-bas et qui ont même porté le nom de certaines autorités ivoiriennes. Donc, on se surprend aujourd'hui de constater que des années plus tard, on nous dit que ça a été bâti sur pratiquement du faux, en fait. Ça n'a pas été quelque chose de réel. De certaines sources que nous avons eues, l'alerte a été, dans un premier temps, donnée quant au grade de notre général en question, vu qu'il est aujourd'hui général de corps d'armée. Il y a quelques mois, il était général de division. Et après, général de brigade même. De brigade. Et puis il est passé juste au corps d'armée. Bon, général de brigade, c'est 2 étoiles. Voilà, général de corps d'armée, c'est 4 étoiles. Ensuite. Donc en moins de quelques mois, il est passé juste de 2 étoiles à 4 étoiles. Ça a intrigué beaucoup de personnes. Et donc du coup, général de l'armée, de quelle armée de Côte d'Ivoire? Non, visiblement, vu que les autorités ivoiriennes elles-mêmes se posaient des questions, parce que connaissant la liste de tous les généraux, et celui-ci n'en faisant pas partie, ça commençait en tout cas à attirer l'attention des uns et des autres. En tout cas, il a assez rocambolesque à faire, Kevin Aubin. Oui, c'est une vraie mascarade. Moi, franchement, j'ai pas envie de vous dire que justement j'apprécie ce monsieur ou que je suis en admiration. Et je tiens à préciser qu'il est présumé innocent. Oui. Voilà, il est présumé innocent, il n'a pas encore été jugé. Je pense bien même qu'il était relâché après son interpellation hier, je crois. Je pense qu'on lui a posé 2-3 questions. Non, il est toujours détenu. Ah, il est toujours détenu. Voilà, en tout cas, il est présumé innocent, mais en tout cas, il est fort. Il est fort. Si c'est avéré. En tout cas, si ça a avéré que le général a fait ça, vraiment, il est le père de la marmaille. Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de marmailles en Côte d'Ivoire. Mais vraiment, lui, parce qu'arriver à duper, parce qu'il disait tout à l'heure qu'il y a des autorités de ce pays qui ont donné leur nom. Au plus haut niveau, quand oui, même. au plus haut niveau, qui ont donné leur nom à une promotion
de 400 officiers de la paix qu'il a formés, je veux dire, c'est fait fort. Et quand tu pousses la réflexion loin, moi je veux dire, aujourd'hui ça pose une problématique. C'est qu'aujourd'hui, généralement dans nos États, quand les choses viennent de l'extérieur, nos autorités ont tendance à rapidement baisser la garde en fait. Parce qu'un monsieur comme ça qui vient fomenter un truc aussi lourd et commencer à mettre des noms de personnalités de notre pays sur des promotions, il va les rencontrer, il va discuter avec eux jusqu'à ce que toutes ces personnes ne le sachent pas. Moi, ça m'interroge. Mais Daouda, pour l'instant, et Kevin le disait tout à l'heure, rien n'est encore établi. Donc les avocats estiment que cette personne a rencontré les autorités ivoiriennes. Bon, les pauvres, j'ai envie de dire, vous apercevez quelqu'un et qui arrive avec une tenue et des grades émanant des Nations Unies. Bon, forcément, ça attire l'attention. La question que ça pose, en fait, c'est qu'aujourd'hui, comment est-ce que les gens arrêtent ce monsieur? Parce qu'en réalité, c'est parce que, selon les informations que j'ai, parce que je ne dirais pas tout le monde ce que j'ai, c'est que c'est en voulant rencontrer d'autres hautes personnalités, parce qu'arrivé à un certain niveau de l'État, on va commencer à te checker. Et c'est en checkant qu'on se rend compte que le monsieur fait partie des fichiers. Il avait déjà été arrêté en 2013. Et qu'on appelle ça pour escroquerie. Oui, mais seulement maintenant. Donc, voilà. Moi, je veux dire, cette histoire, pour moi, est folle parce que je ne me dis même plus que c'est lui qui est fort. Si l'histoire est avérée, si en tout cas ce dont on l'accuse est vraiment vrai, je ne me dis pas que c'est le monsieur qui est fort. Je me dis qu'il y a vraiment une faille dans le système de sécurité en Côte d'Ivoire. Parce que si durant toutes ces années, il a réussi à duper tout le monde et que certaines autorités ont leur nom posé sur des promotions de personnes qu'il a formées, ça veut dire qu'il n'y a personne qui a effectué un contrôle. Alors que je pense quand même qu'au niveau sécuritaire en Côte d'Ivoire, tout le monde est censé se connaître en termes de promotion. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ce n'est pas forcément ce cas. Je pense qu'à un moment, il y a un flair qui devait naître depuis très longtemps. Mais ce flair est né justement à partir de ces autorités-là. Non, d'une histoire comment quelqu'un peut passer de général de brigade. Oui, mais parce que là, c'est complètement gros. Mais je veux dire, avant ça, on va tripatouiller comme ça, fabriquer ses propres galons, etc. Et on s'en rend pas compte. Oui, mais ce n'est pas des galons de l'armée ivoirienne en même temps. Donc, quand quelqu'un vous débarque de Antananarivo ou il débarque de Kuala Lumpur en vous disant que je suis général dans mon... Mais en même temps, il est installé en Côte d'Ivoire. Il a une entreprise qui tourne en Côte d'Ivoire. Il a des locaux. Je veux dire, il y a beaucoup de faits qui sont traçables, en fait. Il y a beaucoup de faits qui sont traçables. Oui. En fait, je vais foncer une porte déjà ouverte, mais moi, je suis émerveillé par la communication de nos autorités. Parce que voilà un monsieur qui est abondamment cité dans les médias, on l'arrête, on n'a aucune déclaration, ni de la justice, ni de tout autre service qui pourrait nous éclairer. Vous avez cité tout à l'heure, Kevin, Police Secours. Mais Police Secours, ce n'est pas une source officielle, c'est une page Facebook. Un groupe. Voilà, c'est un groupe Facebook, qui au demeurant fait un bon travail, mais là, on aurait quand même voulu avoir une communication officielle pour dire que telle personne qui se livrait à telle activité a été arrêtée, etc. Cela évite les supputations et peut-être même qu'on attente au principe de la présomption d'innocence qui est garantie quand même par la Constitution, ce que ces avocats ont dénoncé. Maintenant, moi, sur l'une des photos que j'ai vues défiler, il était, disons, à côté d'un véhicule qui porte une plaque diplomatique. Ce qui veut dire que l'organisation qu'il dirige aurait, je dis bien aurait, signé un accord de siège avec l'État de Côte d'Ivoire, ce qui lui conférerait l'immunité diplomatique. Donc lui-même déjà, il serait protégé s'il a signé un document avant qu'on se rende compte de son imposture, et ses collaborateurs également. Donc il y a quand même beaucoup de flou. Comment est-ce que ce monsieur, ce général d'opérette, peut-il mener ses activités pendant de si longs mois sans que l'imposture soit, de si longues années sans que cela soit découvert. Donc, on veut des explications. Et une fois encore, on le dit, communiquer, ce n'est pas se taire. C'est juste donner l'information à l'opinion pour éviter que les gens fassent leur marché sur les réseaux sociaux et à propager des fake news. Souvent, j'ai envie de dire communiquer, c'est bien communiquer aussi, savoir toutes les informations pour pouvoir les partager aux uns et aux autres. Et d'ailleurs, ce n'est pas la première fois que ça arrive, ça, Élisée. Oui, c'est pas la première fois, mais en fait, ce que je veux noter, rajouter à la suite de Alain, c'est que c'est important effectivement, parce que là, on est en train de parler, et je voudrais surtout que ça soit vraiment marqué comme il est d'or dans ce qu'on est en train de dire ici. Jusqu'à preuve du contraire, il est présumé innocent. Bien sûr. Voilà, tant que le procès ne l'a pas encore, l'a pas condamné. Donc là, vraiment, et pour ça,
c'est la notoriété de quelqu'un, c'est la vie de quelqu'un qui est en jeu, qui est engagé. Et ça nécessite vraiment qu'il y ait une certaine clarification, j'estime. Parce que là, depuis l'annonce de l'histoire, vous avez vu un peu comment les réseaux sociaux se sont mis en branle. Hein. Tout le monde a fait son chou gras de ça. Même des articles de presse sont sortis partout. Et aujourd'hui, dans l'opinion publique, c'est que c'est un faussaire, c'est que c'est quelqu'un qui a usurpé. Alors que jusque-là, le procès n'a pas encore dit effectivement qu'il a usurpé. Donc, il est nécessaire quand même qu'à cette étape de la procédure, on ait quand même un certain nombre d'informations qui puissent permettre aux citoyens de comprendre qu'on est dans une procédure, mais on n'a pas encore fait de verdict, de jugement pour dire qu'il est fautif ou pas. Ça, c'est aussi important qu'on puisse quand même le faire. Exactement, pour faire taire ce qu'on appelle le tribunal médiatique. Parce que justement, quand il y a une affaire comme ça qui débarque sur les réseaux, chacun va de sa condamnation. On l'a déjà condamné alors que le procès n'est même pas encore établi. Et puis c'est un effet boule de neige qui Et s'arrête juste, pas. moi je suis persuadé que si ce monsieur-là sort un livre pour expliquer sa mascarade, voilà, il serait best-seller. C'est mascarade du diable. Oui, sa mascarade supposée. Moi, en fait, la question que je me pose, est-ce que quand il a mis ses barrettes, il s'est fait appeler général, est-ce qu'il a dit à quelqu'un qu'il est général de ceci? Non, il est général de son organisation, Daouda. Il a créé un corps, dit-il, de paix, dont il est le chef. Et peut-être qu'à l'intérieur de cette organisation, il décerne des grades. Parce que ces avocats ont bien précisé que M. Mathias Le Bailly est le représentant en Afrique de plusieurs organisations internationales qui lui ont conféré les titres, grades et qualités dont il se prévaut. Parce qu'en Donc fait, on le est problème, toujours c'est que dans la présomption. ce truc, en fait, le truc de Chaplin. Voilà. Ça existe aux États-Unis, en fait. Oui, c'est ça, oui. Ça existe aux États-Unis. Voilà. Un peu comme... En fait, je ne sais pas dire en anglais, désolé, malheureusement. C'est quelque chose qui existe aux États-Unis. Et tu comprends? Je pense que c'est sur cette base-là qu'il est venu se faire appeler général. Sinon, à la fête, il y a des gens qu'on appelle général aussi. En fait, c'est un Non, grand il porte des scout, étoiles, il porte des étoiles. Oui, mais là-bas, il y a des étoiles aussi. Où ça l'a fait dit? Non, pas de la fête. Il n'y a pas de Chaplin. comment on dit? Chaplin. Chaplin. Eh, vraiment, il faut qu'il laisse. Chaplin aux États-Unis porte aussi des barrettes avec des voilà. Donc, du coup, Peut-être que c'est pour ça. Parce que là, ils n'ont même pas accusé pour tout ça encore d'abord. Enfin, ce qu'on a lu également, il un n'est scout, pas c'est un de source scout officielle. Oui, en fait, c'est un C'est un grand truc de scout. scout, en fait. C'est un grand oui. scout, en fait. Et en fait, ce qui n'est pas de source officielle, on dit qu'il aurait, profitant de sa position, estorqué des millions de francs à des personnes. La présomption d'escroquerie, en fait. Mais là aussi, il nous faut des éclaircissements. Parce que c'est l'escroquerie à grande échelle, c'est ça même surtout qu'on On n'en l'accuse. sait rien, Voilà. c'est des présomptions. Des présomptions pour l'instant. On espère bien pour qu'on revenir verra à ce que, des éclaircissements si tu me dessus. permets, pour revenir à ce que Élisée disait, il est important que nos autorités soient beaucoup plus proactives. Là, c'est depuis le 20 octobre. On est à près de Oui, ça fait 10 jours, 10 11 jours, oui. Je pense qu'on n'a pas encore On n'a de pas de déclaration communication officielle officielle, oui. du ministère de la Justice, justice. des autorités. On revient Même de la au cas défense de la aussi. défense également. On revient même au cas du fugitif, on va dire, un des barons de la drogue qui avait été... Qui est revenu du Liban. Voilà, exactement. Et un autre qui était incarcéré depuis une dizaine d'années et qui avait réussi à fuir. Oui, la prison break, là. Voilà, la prison break, à fuir la MACA pour être extirpé du territoire ivoirien. Et il a fallu près d'une semaine également pour qu'on puisse avoir juste une photo de lui pour pouvoir faire un appel à témoins. Moi, je ne suis pas trop d'accord. Proactivité. Bon, d'accord. Si En le tout cas, ministère de la Justice doit toujours se fendre d'un communiqué Mais ça parce se fait que la ailleurs, presse ça se fait fait des ailleurs. non, choses mais pas graves. pour. Bah, ailleurs, ça se fait pour pas pour éviter chacune des des rumeurs, affaires. pour éviter des Non, mais rumeurs. non, après, ça se fait Non, pas non, pour chacune des affaires. c'est Je vrai, viens ça qu'on dépend dise des cas, ça dépend des ailleurs, cas. le La procureur grandeur des s'exprime, cas. mais il ne s'exprimera pas sur chacune des Ça dépend affaires. des En fait, dossiers, moi, je suis voilà, la un peu qualité des embêté dossiers. quand Voilà. en fait, vous dites ça aujourd'hui. Parce que la dernière fois, le baron de la drogue qui a été arrêté, justement, il n'y a pas eu de communiqué qui a été fait. Et c'est sur la base du fait qu'ils n'ont pas fait de communiqué que le monsieur a pris son courage à deux mains pour rentrer, ils l'ont pris. Donc, Non, si- c'est pas la même chose. je ne fais pas de mélange des gens. Je parle du baron de la drogue qui a été arrêté récemment. Oui, mais Justement, il n'y a pas eu de communication. Non. C'est pas comment qu'il faut communiquer. S'il vous plaît, on va revenir. Non, permettez-moi de vous ramener. Pour laquelle on avait Oui, Brice, aucune on va photo revenir. identifiée. On va revenir, mais c'est Madame Bleu, d'accord, il faut revenir quand même. D'accord, Brice, on va revenir, mais c'est important quand même de clarifier. Parce que ce que Daoud est en train de dire, on ne peut pas laisser les téléspectateurs avaler, ça, c'est pas bon. Il y a eu un communiqué en bonne et due forme qui a dit qu'il y a eu un réseau de drogue qui a été démantelé et que leur procédure était en cours. C'est le communiqué qu'on demande, c'est tout. Mais est-ce qu'ils ont communiqué sur ce monsieur? oui, quand il a été arrêté, Mais quand il la a été police a arrêté, annoncé qu'il a été arrêté. Mais Donc, justement, c'est ce qu'on mais veut. au moins il était encore dehors, il n'y a pas eu de communiqué. Qu'est-ce qu'on te demande? Oui, C'est pas le sujet, s'il c'est vous pas plaît. tout le monde qui C'est s'est pas le communiqué sujet. aussi. Bon, Il là, faut on revenir. s'égare, là. Bon, et puis dernier point. Parce s'égare. que dans le cadre de l'enquête, d'ailleurs, on notait Alain Toussaint qu'il y a eu une perquisition
Donc, Oui, alors je voulais rassurer les amis et la grande famille enfin, des familles religieuses chrétiennes, voilà, famille humaine du pasteur Kodjaki. Effectivement, hier, des policiers se sont rendus à son église. Ils étaient en fait en faction, on dirait en train de surveiller et peut-être tenter de l'interpeller au moment où il sortirait. Et finalement, sa sécurité a observé et remarqué la présence de ces 2 agents. Donc, après tractation, il y a un officier de police qui a été autorisé à rentrer dans l'église, aller donc échanger, voilà, rencontrer le pasteur Kodjaki, voilà, donc qui n'a pas été mis aux arrêts, d'après l'information que j'ai reçue avant cette émission-là. Si. Voilà, et puis il s'est passé d'autres choses. Mais cette interpellation, il faut préciser, elle s'inscrit quoi? Elle Non, s'inscrit c'est dans pas le une cadre de interpellation. l'enquête. Non, je veux dire que cette perquisition, si tu veux. Il a été cité. D'accord. Il aurait été Par M. Lebailly, en fait. Par notre grand général. D'accord. Voilà. C'est pour ça qu'on disait qu'il y a il encore des zones d'ombre et je pense que quand même le ministère de la Sécurité est en train de... Mais il faut aussi qu'on soit situé sur le statut de cette organisation. Avait-elle une accréditation? Était-elle déclarée? En quelle année a-t-elle été accréditée? Voilà, pour tout ceci bien donne sûr. le sens du communiqué et de l'information. Voilà. Exactement. Il faut communiquer. Moi, je souris parce que je sais, et Élisée va me le dire. Il va nous donner un exemple. Ce cas-là n'est pas le premier, parce qu'il y a eu le cas de l'émir. Oui, effectivement. Non, mais ce que Brice me rappelle une anecdote, mais c'est vrai. Il y a de cela quelques années en Côte d'Ivoire, ici, au temps où M. Guillaume Soro était Premier ministre, voilà, sous l'ère Gbagbo, sous le régime du président Laurent Gbagbo, où il était Premier ministre, il avait reçu en son temps un monsieur qui s'était fait passer pour un fils de l'émir du Qatar et qui était le président du club de football de Manchester City et qui avait été reçu en audience. Et c'est après qu'il soit sorti de l'audience, vu le cortège, parce qu'en fait, on s'attendait à un cortège impressionnant, un ennemi quand même. Mais on voit juste un véhicule avec un monsieur qui monte à l'intérieur, qui part. C'est justement ça qui a intrigué tout le monde. Et après avoir recoupé l'information, on s'est rendu compte qu'ils avaient affaire à un usurpateur. Ce n'était pas du tout le fils d'un ennemi. Ni le fils d'un ennemi, ni de la famille de l'ennemi, quoi. Pas du tout. On a eu le cas aussi, en fait, de 2 journalistes qui ont fait le tour de pratiquement tous les cabinets ministériels. Je ne vais pas citer le nom de ministre. Ils se sont tous affichés avec lui fièrement sur les photos, sur les réseaux sociaux. Et Dieu merci, le journal européen, pour ne pas dire français, a vu cela. Ils ont dû faire un communiqué pour dire les 2 personnes que vous recevez chez vous, là, on ne les connaît pas dans nos fichiers. Peut-être que ça n'en restait pas moins des journalistes. En tout cas, ils ne sont pas de leur rédaction. Voilà, parce qu'ils sont je peux vous dire que souvent, sur des plateaux de télévision, on a reçu des gens qui se sont fait passer pour d'autres. Mais en tout cas, il faut être vigilant. Tout le monde a besoin d'être vigilant. Parce qu'en même temps qu'on parle de vigilance de la part des uns et des autres, il ne faut pas oublier que les escrocs eux-mêmes redoublent d'ingéniosité pour pouvoir tromper la vigilance des uns et des autres. Parce que justement, les mires, je m'en souviens. Non, mais il y a eu beaucoup d'histoires comme ça. Il y a eu l'histoire de l'avion. Il y a eu l'histoire de l'avion. C'est hallucinant, en fait. Dans d'autres pays, tous les matins, il y a un gars qui se pose la question comment escroquer le président. Il se présente en tant que des investisseurs. Il y a tellement de choses. Et surtout quand ils viennent de l'extérieur, le checking est plus compliqué. Parce qu'on s'est dit, bon, le temps de contacter les services des Nations Unies, quand on sait qu'au niveau des organisations des Nations Unies, il y a beaucoup d'agences. Donc le temps de contacter quelle agence est affiliée à quoi. Donc le gars, il a le temps de se balader avec son titre. Même dans les années 90, il y a eu l'imitation de la signature du président Bédier à l'époque. Si vous vous rappelez cette histoire, dans les années 90. Quelqu'un qui avait réussi à imiter la signature du président Bédier. Élisée Boulou, je crois qu'à partir de maintenant, vous êtes baptisé sur ce plateau le fils de l'émir. L'émir, je ne sais pas. Bon, les amis, on va évoluer avec notre grande polémique. Voilà, on va regarder en tout cas de très près l'histoire du général. On va regarder l'histoire. Les gens sont... On va pas je lis certains commentaires sur nos pages des réseaux sociaux pour dire... Quelqu'un m'a dit tout à l'heure que, franchement... je lirai ça tout à l'heure. Non, Alain. Je vous avais pourtant entendu. Non, Alain. Je l'ai entendu. Et puis oui, tu fais ce qu'il veut. Voilà, parce qu'on s'est regardé, on s'est dit, il n'y a pas de JT. le conducteur sur le banc. Merci beaucoup. Non, c'est une question d'habitude. Non, voilà. En fait, on prend la pause. Quoi. Les amis, vous ne baissez pas la garde. Bon, là, malheureusement, mal... Comment on dit? Vous connaissez l'expression? Mal nous en a pris. Très bien.
Les amis, on va évoluer la question de la grande polémique. C'est la déclaration de M. Jean-Louis Billon, donc à l'origine de notre grande polémique du jour. Eh bien, l'ex-ministre a évoqué la retraite politique de Henri Konan Bédié, Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara. Qu'en pensent nos chroniqueurs? On en parle. Encore une fois, je ne commence par Rihanna parce que sur ce point-là, elle est intraitable. Oui, moi sur ce point-là, qu'en pense, ou je ne sais pas, j'en pense. Je suis d'accord avec Jean-Louis Billon, qui est du PDCI. On me taxe ici souvent de ne pas être d'accord avec le PDCI, mais sur ce point-là, je suis d'accord. Il faut un nouveau logiciel, il faut une nouvelle vision, et ça ne peut pas être porté par les trois grands. On l'a dit maintes fois, et je m'aligne totalement avec cette vision. Je n'ai pas plus à dire, Brice. Très bien. Il a dit, et je cite, il faut un nouveau logiciel, pas seulement en âge, mais aussi en vision. Moi, je suis du même avis qu'elle. Je reste cohérent dans ma démarche. Pour moi, je l'ai toujours dit, il faut que M. Laurent Gbagbo, M. Alassane Ouattara, M. Henri Konan Bédié, il faut qu'ils partent. Parce qu'en fait, ça fait plus de 30 ans qu'on vit avec eux. Ils ont gouverné nos parents. Ils nous ont gouvernés. Ils ne vont pas encore gouverner nos enfants. Mais quand Jean-Louis Billon dit aujourd'hui qu'il faut un nouveau logiciel, mais pas seulement en âge, mais aussi en vision, moi, en même temps, j'aimerais nuancer. Parce qu'aujourd'hui, la jeunesse, aujourd'hui en Côte d'Ivoire aussi, on veut que les doyens partent. Mais on propose quoi, concrètement? C'est la question que je pose. Parce qu'aujourd'hui, j'ai vu sur un plateau de télévision quelqu'un qui a dit si le papa vient, notre papa aussi va venir. Donc ça veut dire qu'en fait, aujourd'hui, la jeunesse même n'est même pas prête à prendre ses responsabilités, en fait, vis-à-vis de ces trois grands. Et c'est ça qui m'intrigue un peu. Et justement, et je prends au mot Daouda quand il parle de responsabilité, parce que vous savez, parfois quand on parle de retirer ces trois grands de la scène politique, certains diront oui, mais ce n'est pas démocratique. La démocratie, c'est qu'ils puissent se présenter et que chacun aille voter qui il veut. Mais la démocratie, je veux dire, il y a ce qu'on appelle la responsabilité démocratique de chacun. Je veux dire, quand tu sais que tu as déjà gouverné, que tu as eu je ne sais combien de mandats en Côte d'Ivoire, que tu as passé un certain âge limite, même si ce n'est pas dans la Constitution, il y a un âge limite psychologique que tout le monde connaît, je veux dire même physiologique que tout le monde connaît. À un moment, il faut transmettre à une nouvelle génération. Il faut impulser quelque chose de nouveau à la Côte d'Ivoire. Et cette responsabilité-là, on s'attend à l'avoir des doyens. Kevin Aubin, moi, je ne suis pas trop d'accord avec ce que Ryan Rihanna dit. Moi, je pense que voilà, si la Constitution permet à nos trois grands hommes de la Côte d'Ivoire de se représenter, pourquoi pas? Ils ont le droit. Et encore une fois, tu en aurais envie? Non, enfin, là, je ne parle pas de moi, mais moi, si je n'ai pas envie de voir M. Laurent Gbagbo, M. Alassane Ouattara ou M. Bédié rebriguer encore une fois un mandat, je vote pour quelqu'un d'autre. Mais il n'y a pas que ça, il y a le poids politique des partis qu'ils représentent, il n'y a pas que ça. C'est ce qu'on appelle la démocratie. Maintenant, non, concernant Jean-Louis, concernant Jean-Louis Billon, il y a une constitution. Concernant M. Billon, il poursuit sa logique. Moi, franchement, il aura indexé M. Gbagbo et M. Ouattara, j'aurais parlé de malhonnêteté politique. Mais comme tant bien même qu'il soit un membre du PDCI, il dit aussi à M. Bédié de partir. Là, voilà, je trouve qu'il est logique, mais en même temps, c'est surtout un élan de conquête du pouvoir parce que M. Billon veut être président en 2025, il ne s'en cache pas. Et quand il parle de nouvelle vision, il parle surtout de la sienne. Après, on pourrait le juger de mégalo. Non, mais c'est très bien ce que fait M. Billon. Il faudrait plus de Billon dans chacun des partis politiques. Parti, en fait. Il faudrait plus de Billon. Je rejoins totalement Kevin. Je ne suis pas d'accord. On parle de constitution. Il y a une constitution qui est en vigueur. S'ils ont la possibilité, selon la constitution, de se présenter, qu'ils le fassent. Après, on fait appel au suffrage universel. Si les Ivoiriens décident au suffrage universel de choisir encore parmi l'un d'eux, OK. Moi, je trouve que c'est un peu hypocrite de dire ça. Oui, leur demander de partir. OK, on peut faire appel à leur conscience. Mais c'est ce qu'on dit. Responsabilité démocratique, je ne suis pas d'accord. Faire appel à leur conscience, OK. Mais c'est aux jeunes de d'arracher le pouvoir. Quand je dis arracher le pouvoir, c'est d'inciter les électeurs à pouvoir s'intéresser à eux. Mais c'est là où je ne suis pas d'accord. Parce que qu'est-ce que Billon décrit? Non, je ne suis pas d'accord. Qui puisse séduire les électeurs. Non. Je pense qu'on moi, je trouve qu'il faut paternalisme la responsabilité à ces trois grands de dire non, parce qu'ils sont encore là, on ne peut rien faire. On a vu Bolsonaro, exactement. On aurait pu dire à Bolsonaro, vous avez foutu la... Bon, je ne vais pas sortir ce mot. Vous avez plongé le pays dans le racisme, vous avez plongé le pays dans la division. On va vous demander de partir. Mais là où moi je ne suis pas d'accord avec Edith, c'est que Edith, sur le plateau du talk, tu nous as maintes fois dit qu'on avait revu ses visages et qu'à un moment, il faudrait qu'ils sortent de la scène politique. C'est tout ce qu'on dit. Quand je parle de la responsabilité... Non, je finis mon propos. Quand je parle de la responsabilité, ce que je dis tout
tout simplement. C'est qu'on a un Billon qui a envie d'être Mais qui se là, battent. qui a envie de représenter le PDCI. Mais derrière, on a un PDCI qui demande à ce que ce soit Bédier, soi-disant parce que eux veulent. Mais le parti est constitué. J'ai une question. C'est de l'hypocrisie. S'il vous plaît, C'est de merci, l'hypocrisie. merci beaucoup. Merci. Après, le parti, il y a des jeunes, il y a des moins jeunes. Donc, c'est tout ça qui constitue un parti. Le suffrage. On marque une courte pause. Il y a le JT. Voilà, Sharon Camara nous attend. On se retrouve juste derrière avec notre invité. Et ce soir, nous serons très heureux de recevoir professeur Judith Didi Koko Coulibaly. Elle est directrice du Centre national d'oncologie médicale et de radiothérapie Alassane Ouattara. Avec elle, il sera question de lutte contre le cancer du sein. À tout à l'heure. Nous sommes de retour sur le plateau du Grand Talk. Merci d'être en notre compagnie à la suite du JT. Et au pas de course, nous allons, avec beaucoup de plaisir, recevoir notre invitée, professeure Judith Didi Koko Coulibaly. Madame, vous êtes directrice du Centre national d'oncologie médicale et de radiothérapie Alassane Ouattara de Côte d'Ivoire. Avec vous, je le disais, donc, il sera question de la lutte contre le cancer du sein, un traitement à la portée de tous. Le Centre d'oncologie, il existe depuis combien de temps? Bonsoir, professeur. Bonsoir, monsieur. Il existe depuis combien de temps, le centre? Il a été inauguré le 18 décembre 2017 par son Excellence Monsieur le Président de la République et il a ouvert ses portes à la population le 25 janvier 2018. Très bien. Allez-y, Élisée. Ok, d'accord. Comment est-ce qu'on détecte le cancer du sein? Est-ce que vous pouvez nous expliquer c'est quoi le cancer du sein en réalité? Et aujourd'hui, quelle est la proportion du cancer du sein concernant les cancers en Côte d'Ivoire? Je vous remercie. C'est quoi le cancer du sein? En fait, c'est une maladie qui est la conséquence en fait d'une multiplication anarchique en fait de cellules qui sont déjà devenues anormales dans le sein. C'est-à-dire que dans notre organisme, on a tous des cellules qui sont normales. Il y a des cellules qui deviennent anormales. Bon, là, comme on parle du cancer du sein, donc dans le sein, et puis elles se multiplient de manière désordonnée, et du coup, elles deviennent beaucoup plus nombreuses que les cellules normales. Elles vont faire une boule, mais attention, toute boule n'est pas forcément un cancer, donc il ne faut pas déjà angoisser. Mais elles vont faire une boule, et puis quand rien n'est fait, elles vont commencer à chercher à toucher les organes autour, notamment dans le sein, la peau, ou se fixer contre la poitrine. Et quand rien n'est fait encore, elles cherchent à passer par le sang pour aller ailleurs. C'est en ce moment qu'on dit que le cancer s'est généralisé. Voilà. Donc le cancer, c'est cette maladie-là, et puis quand elle se localise dans le sein, voilà, on parle de cancer du sein. Comment on peut détecter? Il y a plusieurs manières de détecter. Il y a deux façons de faire. Voilà. Il y a des personnes qui viennent dans deux types de situations différentes. Soit elles ressentent quelque chose dans le sein. Ça peut être une douleur, ça peut être une boule, ça peut être un écoulement anormal. Mais je répète, il n'y a aucun signe qui, lorsqu'il existe, veut dire qu'il y a un cancer. Tous ces signes-là peuvent exister dans une maladie banale aussi du sein. Donc, il ne faut pas paniquer. Il faut juste aller faire des examens. Donc, ça, c'est la première façon d'aboutir à un diagnostic quand il y a un cancer. Mais la deuxième façon est la meilleure, mais permettez-moi de mettre meilleure entre guillemets parce qu'on parle quand même d'une maladie grave, c'est le dépistage. Le dépistage, c'est aller à l'hôpital alors qu'on ne sent rien. Beaucoup de gens pensent que le dépistage, c'est aller à l'hôpital dès qu'on sent les premiers signes. Non, c'est peut-être bien de venir dès qu'on sent les premiers signes, mais ce n'est pas ça le dépistage. Le dépistage, c'est je me sens en parfaite santé, mais je m'en vais contrôler. Et quand on fait ça, qu'on découvre quelque chose de tout petit, donc, sur 10 femmes, il y a 9 qui peuvent guérir à 100%. On n'est pas obligé de faire l'ablation du sein. Et des fois, même la chimiothérapie n'est pas obligatoire dans ce genre de situation. Mais en sensibilisant, on dit souvent que le dépistage, c'est-à-dire un cancer, le plus tôt il est dépisté, et mieux on a de chances d'être guéri. Oui. Mais quand on parle de plus tôt, c'est très relatif. J'ai envie de dire, combien de temps est-ce que ça prend pour se développer, pour arriver à un stade où on a moins de chances d'être guéri, en fait? Je veux dire, comment s'estime ce temps-là? En fait, il n'y a pas vraiment de temps. C'est-à-dire que dans la plupart des cancers, quand ils se généralisent, on ne peut plus guérir. Tant qu'ils sont localisés, on peut en guérir. Mais plus la taille augmente, plus le risque de guérison diminue. Parce que le cancer, en fait, c'est une maladie, quand on réussit à l'enlever et à faire les traitements après, radiothérapie, chimiothérapie et tout ça, quand on dit à quelqu'un qu'on a fini son traitement, on surveille cette personne pendant 10 ans. En médecine, on n'utilise pas le mot guérison d'un cancer tant qu'on n'a pas atteint 10 ans après la fin du traitement. Parce qu'il y a une possibilité que ça revienne. Mais c'est bien parce que ça ne revient pas chez tout le monde qu'on dit qu'on peut en guérir. Voilà, mais on respecte juste en fait les termes. Donc, quand c'est petit, en fait, en médecine, il y a, quand on dit stade 1, 2, 3, 4, 4, ça ne veut pas dire stade terminal. Beaucoup de gens pensent à ça. 4, ça veut juste dire que ça s'est généralisé. 1, ça veut dire c'est très petit.
2, ça veut dire c'est petit. 3, ça veut dire c'est pas généralisé, mais c'est un peu plus gros. Donc, c'est-à-dire qu'à tous les stades, on peut quand même, est-ce qu'on peut quand même guérir Oui, à du tous les cancer du stades, sein? on peut quand même guérir. Mais quand on est au stade 1, le risque que la maladie récidive est faible. Au stade 2, il est un peu plus grand. Au stade 3, il est un peu plus grand, mais il y a toujours la possibilité de guérir. Très bien. Daouda? Ok. Moi, la question que je dois vous poser, c'est qu'aujourd'hui, en 2000, on parlait de plus de 3000 cas, de nouveaux cas qui ont été détectés et plus de 1700 décès. 2020, pardon. 2020. Voilà. Aujourd'hui, nous sommes en 2022. L'année passée, parce que je ne sais pas si vous avez les chiffres de cette année, l'année passée, quels étaient les chiffres? D'accord. Ce que je peux vous dire, c'est que les chiffres de 3306 nouveaux cas en 2020, 1785 décès exactement en 2020, ce sont des chiffres internationaux. En fait, il y a des structures internationales de lutte contre le cancer qui prennent les chiffres de tous les pays. Et ça, ce n'est pas des choses qu'ils font chaque année. Donc, les données les plus récentes à ce niveau-là sont des données de 2020. Maintenant, au niveau national, ce qu'on a constaté, en fait, c'est que le nombre de nouveaux cas de cancer, il est quasiment au même niveau. D'accord? Le nombre de décès a tendance à diminuer. C'est-à-dire, plus on adhère au dépistage, plus on découvre des cancers du sein de manière précoce, moins il y a de risque de décès. Personne ne souhaite avoir un cancer. Personne ne souhaite qu'un de ses proches ait un cancer. Mais quand ça existe et qu'on a découvert tôt, on se rend compte qu'il y a moins de risque de décès. Et nous, au niveau du CNRAO, nous avons eu l'honneur de présenter les résultats de 4 ans et demi de fonctionnement en présence de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, et de Monsieur le ministre de la Santé et de plusieurs autres membres du gouvernement lors du lancement de Octobre Rose de notre hôpital. Et nous nous sommes rendus compte que du 25 janvier 2018 au 31 mars 2022, sur plus de 7000 personnes que le centre a reçues et traitées, il y avait 1179 personnes qui avaient eu un cancer du sein, dont 3 hommes. C'est rare chez les hommes, mais ça existe. Et on s'est rendu compte que on est à 4 ans de recul, donc on a regardé les personnes qui sont restées, que le cancer n'a pas emporté. C'est ça. En 3 ans, sur 100 personnes, il y avait 63 qui étaient vivantes. Et on s'est rendu compte que quand on comparait nos données aux données de la Côte d'Ivoire de 2012-2013, par la grâce de Dieu, avec l'existence du centre, la Côte d'Ivoire a réussi à réduire le risque de décès par cancer du sein de 25%. Très bien. C'est très bien. Et ça, c'est que ce soit le stade 1 ou le stade 4. C'est ça. Mais lorsque scientifiquement, on a ressorti les quelques personnes qui sont venues très tôt au décours d'un dépistage, on passait de 63% à 81%. Donc, notre souhait, c'est que dans quelques années, on ne puisse pas dire 25%, mais qu'on puisse dire tout le monde est en vie et les personnes se traitent et elles sont en train d'aller vers la guérison. C'est pour ça que l'appel, c'est vraiment d'aller au dépistage parce qu'il y a encore des personnes qui se font pas dépister. Professeur, on parle du centre d'oncologie, on parle de radiothérapie. Aujourd'hui, des personnes rechignent en tout cas à se diriger vers les centres parce qu'il y a des préjugés, le traitement, ça vous fait perdre les cheveux. Il y a beaucoup de préjugés autour. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui pour rassurer ces dames-là en ce qui concerne le traitement lorsque malheureusement cette situation est découverte? C'est vrai que le traitement est difficile. Médicalement, il y a des évolutions. Par exemple, il y a des médicaments de plus en plus efficaces pour lutter contre les nausées, contre les vomissements. Il y a la perte des cheveux. Il y a certaines structures qui ont des alternatives pour ne pas perdre les cheveux, mais c'est discutable en médecine. Parce que quand on vous met un casque pour ne pas perdre les cheveux, ça veut dire qu'en fait, la chimiothérapie n'arrive pas sur le cuir chevelu. Donc, le risque de récidive sur le cuir chevelu est important. Donc, nous, on fait le choix de ne pas faire ça. Mais par contre, au niveau du centre, on a développé, on a vraiment mis l'accent sur, c'est vrai, les soins médicaux, mais aussi tout ce qui est humain. Parce qu'on est face à des personnes qui ont des projets de vie, qui n'ont pas demandé à être malades et qui traversent beaucoup de situations difficiles, l'angoisse et tout ça, comme vous dites, les difficultés des traitements. Donc nous, qu'est-ce qu'on fait à notre humble niveau pour les accompagner? C'est qu'on organise des groupes de parole entre personnes touchées par le cancer, mais également entre proches, pour essayer d'échanger. Chacun partage son expérience. Voilà comment moi j'ai pu surmonter telle ou telle difficulté en présence de la psychologue de l'hôpital et d'un médecin. On a également des activités d'esthétique. On a une cabine d'esthétique qui est entièrement équipée et les esthéticiennes qui travaillent là-bas sont des esthéticiennes qui ont été formées à la problématique des effets secondaires des traitements anticancéreux. On a une tricologue qui vient
qui, quand on ne peut pas empêcher la chute des cheveux, elle va faire un diagnostic de cuir chevelu, elle va donner des conseils, elle va faire de la kiné de cuir chevelu. Et toutes ces activités en fait, d'accompagnement, tous ces soins sont gratuits parce qu'on sait que les soins du cancer sont coûteux, bien que subventionnés dans un hôpital public et bien que, vous avez dit tout à l'heure, des soins à la portée de tous. Dans notre hôpital, on a depuis l'ouverture reçu des consignes de l'État de Côte d'Ivoire. Aucun traitement ne doit être retardé par manque d'argent, par insuffisance d'argent. Donc les gens ont leur facture, mais même quand ils ne peuvent pas payer, on les traite et ils proposent comment ils peuvent payer progressivement. Voyez? Et donc, voilà. Donc comme on a déjà ça, les soins d'accompagnement sont gratuits. Élisée, avant là. Bon, c'est à ça que je voulais en fait venir. C'est vrai qu'elle a commencé un peu, mais je voudrais juste savoir, comme elle-même l'a si bien dit, le traitement du cancer, il est coûteux. Aujourd'hui, comme vous le dites, on ne choisit pas de tomber malade et le cancer peut affecter n'importe quelle personne. Quels sont les coûts de prestation aujourd'hui au CNRAO? Est-ce que pour une personne vulnérable qui n'a pas les moyens, elle peut véritablement se traiter? Quelles sont les proportions aujourd'hui des personnes que vous recevez en termes de personnes vulnérables? En termes de personnes vulnérables, bon, nous sommes un hôpital public, donc on a les personnes de toutes les couches sociales qui viennent. Mais ce que je peux vous dire, c'est que le résultat qu'on a donné, comme c'est vrai que j'ai l'honneur de diriger l'hôpital, mais je suis en même temps enseignant-chercheur. Donc les chiffres qu'on donne, on les calcule en fait sur la base de ce que la science nous recommande comme méthodologie de calcul. Et on s'est posé la question, est-ce que les personnes qui avaient un bas niveau socio-économique avaient moins de chances d'aller vers la guérison, voilà. En fonction des résultats qu'on a eus, on avait des résultats globaux, et puis on les a, sur nos fiches, on sait qui a un bas niveau socio-économique, qui a un niveau socio-économique moyen et qui a un niveau socio-économique élevé. Donc on a pris toutes les personnes qui étaient, quel que soit le stade de découverte du cancer, toutes les personnes qui étaient en vie, et on a vu est-ce qu'il y avait une différence en fonction du niveau socio-économique. Et scientifiquement parlant, il n'y avait aucune différence. Pourquoi je dis scientifiquement parlant? Parce que dans notre jargon, il y a un chiffre qu'on calcule qui s'appelle P. Quand il est inférieur à 0,05, on dit qu'il y a un lien. Quand il est supérieur, il n'y a pas de lien. Et nous, notre P, il était à 0,1, qui confirmait qu'il n'y avait aucune différence, quel que soit le niveau socio-économique. Parce qu'effectivement, il y a encore des préjugés qui disent que le cancer, en général, c'est la maladie des riches. Oui, je suis d'accord avec vous parce que c'est coûteux. Mais ce que l'État a mis en place est fait de telle sorte que, même quand on n'a pas les moyens, on fait sa chimiothérapie jusqu'à la fin. Même quand on n'a pas les moyens, on fait sa radiothérapie jusqu'à la fin. Et on propose comment on peut payer. Nous, aujourd'hui, on voit des gens qui ont fini de se traiter depuis 2020 et qui continuent de venir verser un peu d'argent là en 2022. Vous voyez? Et on sollicite également des donateurs. On leur a dit, voilà les efforts que l'État a fait. Malgré ça, il y a quand même quelques personnes qui ont des difficultés et on a des personnes qui viennent faire des dons pour les patients qui n'arrivent pas à... Ça, c'est génial. Voilà. Alors, Madame Bleu. Professeur, tout à l'heure, vous indiquez le chiffre d'un peu plus de 7000 personnes traitées depuis l'ouverture du centre. Je voulais avoir d'abord la proportion de résidents hors Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il y a des personnes qui arrivent de la sous-région ou d'un peu plus loin pour venir dans le centre? Et d'autre part, je voulais savoir, est-ce que vous avez déjà été confronté à une situation, à un cas de cancer qui vous a, du sein notamment, obligé à rediriger le patient ou les patients vers d'autres centres à l'étranger? Je vous remercie. On a à peu près, je dirais, 10% de personnes qui viennent d'autres pays, soit individuellement ou par convention. On a une convention officielle où l'État du Bénin a signé une convention avec l'État de Côte d'Ivoire, les deux ministères de la Santé. Et les personnes que l'État, la République du Bénin souhaite adresser pour une radiothérapie, on les adresse à Abidjan, par exemple. Voilà. Et on a également des personnes qui sont originaires d'autres pays, France ou États-Unis, qui vivent en Côte d'Ivoire et qui décident de ne pas repartir et qui décident de se traiter au centre. Et on a des témoignages, même des écrits, en fait, de ces personnes-là qui sont restées ici se soigner. On a encore des personnes de Côte d'Ivoire qui vont à l'extérieur. Bon, c'est leur, voilà, c'est leur droit et c'est leur choix. Voilà. Mais ça, c'est sur les recommandations, oui, allez-y. Non, pas forcément. Qui font des choix pour aller se traiter à l'extérieur. Est-ce qu'on a eu à réadresser des personnes qui sont touchées par un cancer du sein? Non.
Nous, en tout cas, depuis l'existence du Vous sang. traitez tout Oui. ici Pour le sur place cancer en du Côte sein, d'Ivoire. oui. D'accord. Oui. J'ai une question, professeur. Je voulais savoir les causes. On parle souvent de prédispositions. On entend souvent aussi des prédispositions dans l'ADN de certaines personnes. Mais quelles sont les causes réelles du cancer? Ou est-ce qu'il y a des causes réelles à la prolifération des cellules dans le corps? D'accord, je vous remercie. En fait, la plupart des cancers n'ont pas de cause. Mais je vais peut-être expliquer un peu. Dans notre jargon, ce qu'on appelle cause, c'est vous l'avez, vous allez forcément faire la maladie. Mais si vous ne l'avez pas, c'est sûr, vous ne ferez pas la maladie. Il n'y a pas de cause, en fait, dans la plupart des cancers. C'est pas l'alimentation, Les pas... antécédents. C'est pas des causes extérieures. Non, ce n'est pas des causes, c'est des facteurs de risque. D'accord. Voilà. Il y a des rares cancers qui ont des causes. Par exemple, le cancer du col de l'utérus. Il y a un virus qui est sexuellement transmissible. Lui, aujourd'hui, on peut dire... Voilà, le papillomavirus, exactement. On peut dire aujourd'hui, le papillomavirus est la cause du cancer du col de l'utérus. Quand on l'a, si on ne fait pas son dépistage régulièrement, on va forcément avoir un cancer du col de l'utérus un jour. Mais c'est en 15 et 20 ans. Mais quand on ne l'a pas, on peut ne pas faire de cancer du col de l'utérus. Je vais fermer la parenthèse cancer du col de l'utérus. Mais dans le cancer du sein, il n'y a pas de cause. Il y a ce qu'on appelle des facteurs de risque. C'est quoi un facteur de risque? Je prends 2 groupes de personnes. Je prends 100 femmes dans un groupe A qui ont un facteur de risque. Je prends 100 femmes dans un groupe B où il n'y a pas le facteur de risque. Là où il y a le facteur de risque, peut-être que vous allez avoir 40 personnes qui ont un cancer du sein. Et là où il n'y a pas le facteur de risque, il y a 10 personnes. Vous voyez que dans les 2 cas, il peut y avoir le cancer du sein. Et dans les 2 cas aussi, même quand il y a un facteur de risque, on peut ne pas faire le cancer. La présence augmente juste le risque de faire la maladie. Donc il ne faut pas paniquer, il faut juste respecter les règles de surveillance que la médecine donne. Mais quels sont les facteurs de risque? Donc justement, le facteur de risque? maintenant les facteurs de risque, il y a un facteur de risque principal qui se décline dans plusieurs éléments. Les femmes, quand on va chez le gynécologue, on entend souvent qu'on a 2 hormones, oestrogène et progestérone. Ouais. C'est le fait d'avoir trop d'oestrogène pendant trop longtemps dans le corps qui est le principal facteur de risque du cancer du sein. C'est l'oestrogène qui nourrit de manière naturelle les cellules du sein. Donc quand il y en a de manière exagérée, ça entraîne des transformations sur les gènes en fait. Qu'est-ce qui fait qu'on peut avoir trop d'oestrogène pendant trop longtemps? Mais je préfère dire à l'avance, s'il vous plaît, il ne faut pas paniquer. C'est pas, voilà, j'ai expliqué, ça ne veut pas forcément dire qu'on va faire un cancer. C'est d'abord d'avoir les premières règles trop tôt. Avant 12 ans, ça veut dire qu'on commence à être imprégné en oestrogène trop tôt. D'avoir la ménopause trop tard, après 55 ans, ça veut dire que le temps que l'oestrogène devait travailler dans l'organisme est passé, mais il continue. Vous voyez, les femmes ménopausées, les bouffées de chaleur, la fragilité des os, c'est l'absence d'oestrogène qui fait ça. Donc, ça veut dire que quand il y a la ménopause, l'oestrogène commence à finir son travail dans l'organisme. Donc, quand on a la ménopause après 55 ans, ça veut dire qu'elle a prolongé quand même son activité, en fait. Après, quand on n'a pas beaucoup d'enfants, 0, 1 ou 2 enfants, ça peut être un facteur de risque. Parce que chaque fois qu'on a une grossesse, on fabrique beaucoup de progestérone qui vient équilibrer un peu. Voilà. Mais tout ça, ce n'est pas des choses qui doivent... Absolu, en fait. Voilà. Ce n'est pas des choses qui doivent faire peur. Allez-y, Daouda. Ok, madame. Ensuite, vous avez parlé du facteur de risque pour ce qui concerne les femmes. Mais je voudrais savoir le facteur de risque pour les hommes. Parce que moi, je suis un homme. On m'a dit que vous avez parlé de 3 cas. Qu'est-ce qui peut créer ça chez les hommes? On n'en parle pas souvent, c'est vrai. Oui, sérieusement. On sait que tu es un homme, Daouda, oui. Oui, mais je le dis. En fait, les hommes, c'est vrai que la poitrine est plate, mais il y a quelques glandes. Les hommes ont des seins. Il y a quelques glandes, en fait. Bon, la glande, c'est, pour expliquer à tout le monde, dans le sein, il y a la chair, en fait. Voilà. Donc, les hommes ont également de la chair, bien que la poitrine soit plate, mais il n'y en a pas beaucoup. Donc, ces cellules-là, s'il y a un facteur qui fait qu'il y a trop d'oestrogène aussi dans le corps, ça peut arriver. Aujourd'hui, j'étais à une conférence en ligne sur le cancer du sein et quelqu'un m'a posé la question, par exemple, pour les hommes qui sont en surpoids, qui sont forts. En fait, le supplément de graisse se transforme en oestrogène. C'est en ce sens que ça peut également être un facteur de risque. Maintenant, après, l'âge en lui-même, l'âge seulement, est un facteur de risque pour tous les cancers. C'est-à-dire, plus on prend de l'âge, plus il y a un risque. Donc, on peut ne pas être forcément en surpoids
et puis avoir une cellule qui se transforme parce qu'un gène s'est transformé. Mais comme je disais, chez les hommes, c'est très rare. Alors, professeur, vous avez parlé des adolescentes ou des jeunes filles qui étaient très vite réglées. Moi, je suis père de famille. Hein. Ma fille, elle a eu ses premières règles à partir de 10 ans. Elle a vécu en France, elle est rentrée en Côte d'Ivoire. Mais là-bas, elle avait accès aux médecins pour faire des contrôles. Ici, c'est plutôt difficile. Alors, qu'est-ce que les parents doivent faire lorsqu'ils sont confrontés à une enfant qui est dans ce type de situation? À qui faut-il s'adresser? Quel soutien, quel appui peut-on apporter à l'enfant et à sa famille déjà pour dépister, pour faire des examens, pour savoir s'il n'y a pas un risque qu'elle développe la maladie? Non, en fait, déjà, comme je disais, il ne faut pas paniquer. C'est-à-dire que les règles de dépistage du cancer du sein, c'est à partir de 20 ans, se faire examiner les seins, s'examiner soi-même les seins tous les mois. Ok. Ensuite, toujours à partir de 20 ans, se faire examiner les seins par un professionnel de la santé, médecin ou sage-femme, au moins une fois dans l'année. L'idéal, c'est 2 fois dans l'année. Mais quand on ne peut pas, au moins une fois dans l'année. Il n'y a que ça à faire pour la surveillance. Et à partir de 45 ans, on rajoute à ça la mammographie tous les 2 ans. D'accord. Dans le cas du dépistage, c'est-à-dire quand on n'a rien, la mammographie avant 45 ans, ce n'est pas recommandé. Parce qu'un excès de rayon peut, dans quelques années, entraîner d'autres choses. Donc, quand on est dans le cas du contrôle, si on est dans le cas d'une situation où quelqu'un a une douleur, ressent quelque chose au niveau du sein, c'est différent. Il y a des règles qui sont différentes. Mais une radiographie peut suffire aussi ou ce n'est pas conseillé? Oui, la mammographie, c'est la radiographie, des seins. Voilà, c'est ça. Voilà, mais la mammographie n'est pas recommandée. Non plus, enfin, non plus. Pas vraiment. Par contre, quand il y a des risques qu'il y ait des cancers héréditaires, d'accord. En ce moment, on recommande la mammographie beaucoup plus tôt, autour de 30 ans. 30-35 ans, on peut faire une mammographie de dépistage. Mais je voudrais juste préciser que ce n'est pas parce qu'il y a beaucoup de cancers dans la famille que ça veut dire que le cancer est héréditaire. Il y a une petite nuance entre les deux, mais bon. On parlait du cancer de l'homme tout à l'heure. Vous disiez que dans le sein de l'homme, il y a un peu de chair, pas autant que dans celui de la femme. Je sais que souvent, malheureusement, l'ablation est le dernier recours chez les femmes. Et chez l'homme, c'est quoi le dernier recours? C'est l'ablation. Aussi? Mais justement, on ne voit pas de différence. Visible, en fait. On ne voit pas trop de différence. Mais quand le chirurgien opère, il sait qu'il a enlevé en fait toute la glande. Après, il n'y a plus de mamelon, c'est vrai, mais on ne sent pas trop de différence en fait chez l'homme. Mais c'est également l'ablation. Est-ce que l'homme peut couper d'office, même s'il n'a rien, pour ne pas en avoir? Mais pourquoi tu ferais ça, David? Je demande. Il y a des gens qui se posent la question à la maison, hein. C'est important. Non, il n'y a pas grand monde. Est-ce qu'on peut, pour éviter? Non, en fait, il y a des personnes qui pensent à ça, mais en fait, sur le plan médical, on se dit que ce n'est pas forcément nécessaire. Pourquoi? Parce qu'il peut y avoir des cancers dans tous les organes, comprenez? Mais s'il n'y a pas de risque familial, s'il n'y a pas de risque héréditaire, il faut se dire aussi que de la même manière que des gens n'ont rien, on peut ne rien avoir. Donc, il ne faut pas forcément... Non, madame, laissez Daouda, c'est pas grave, s'il a envie. Daouda, il a des pensées suicidaires. Allez-y. Professeur, on a vu dans les campagnes de sensibilisation des messages comme l'autopalpation, on a vu des messages comme se faire sucer les seins. Est-ce que tout ça, c'est des choses pour prévenir? Les enfants ne sont pas couchés, Élisée. Moi, je pensais que Daouda, c'était la question la plus forte. Des messages de sensibilisation. C'est quel sommet, là? C'est le GOAT. Professeur, excusez-moi. Non, il n'y a pas... Je m'attends. En fait, cette question-là, on me la pose en entreprise, en conférence grand public et tout ça. Mais je vais répondre. L'autopalpation, en fait, moi, je dis plutôt auto-examen. Parce qu'une femme doit apprendre à regarder ses seins et ensuite à palper ses seins elle-même. Voilà. Je permets un fou rire général sur le plateau. Le bon, il écrit dans son salon. On a vu des choses passer, en fait. Non, mais c'est bon. Élisée, c'est pas votre faute. J'ai eu la même question ce matin à ma visioconférence. C'est pas votre faute. En fait, pour l'auto-examen, ça fait partie des règles de dépistage. Pour faire le dépistage du cancer du sein, il y a 3 choses. S'examiner soi-même les seins, c'est ça l'auto-examen. Ok, d'accord. Voilà, tous les mois, à partir de 20 ans, 25 ans. Se faire examiner les seins par un professionnel de la santé. Et puis, à partir de 45 ans, rajouter la 3e chose qui est la mammographie, donc la radiographie des seins. Mais concernant la deuxième information, les gens qui disent ça, ils sont dangereux.
Je pèse mes mots. C'est bien qu'Élisée pose la question, s'il vous plaît. Non, C'est bien qu'Élisée pose la question, il a c'est très vu, bien. mais ce Allez-y. matin, j'ai répondu et je vous assure que j'assume mes propos. Ceux qui disent ça, ils sont dangereux. La médecine dit qu'il y a un facteur protecteur. Autant on a cité des facteurs de risque, il y a un facteur protecteur. C'est l'allaitement maternel exclusif pendant au moins 18 mois. Donc ça, c'est pour les bébés. C'est pour les C'est ce que bébés. je fais. Voilà. Donc tout ce que les gens disent autour, là, c'est faux et c'est dangereux parce que si des gens y croient, ils vont penser que c'est un facteur protecteur, mais c'est dangereux, c'est pas vrai. Il faut juste Merci, palper, professeur. enfin, C'était la vraiment femme bien, doit se Oui. palper, bien mais- qu'on Voilà. pose la question, parce qu'on a vu ça sur certaines Non, mais Élisée, ça va, on n'est pas besoin de justifier. Hein. On a compris que c'était une question Moi, qui a on permis de m'a lever un envoyé point de cette voile. affiche. Il y a une professeur, collègue médecin qui m'a envoyé cette affiche et qui m'a dit, Judith, qu'est-ce que tu en penses? Je lui ai dit, c'est dangereux. Et l'affiche que j'ai vue, elle venait d'un autre pays. Oui, du Bénin. Du Bénin. Voilà. Et donc, j'ai transféré à un de mes collègues qui travaille avec nous et qui est d'origine. Voilà, je lui ai dit, attention, danger. Il m'a dit, mais c'est grave. Je vais essayer de remonter pour voir qui diffuse ça pour leur C'est ça. parler. Et c'était une campagne du Lions Club. Voilà, je n'ai D'accord. pas retenu, mais Ok. effectivement. Lions Club. Voilà. Alors, professeur, merci beaucoup pour ces Je vous en informations-là. Et c'est un peu l'objectif de votre présence sur notre plateau, nous apporter les informations, les vraies, hein, donc, concernant le cancer du sein. Bon, je parle du cancer du sein, mais il y a aussi Novembre Bleu, le cancer de la prostate. Est-ce que le centre d'oncologie prend en compte des traitements et à quel coût ça va intéresser un peu plus les hommes sur le plateau. Oui, aujourd'hui, il a été démontré que les nouveaux plateaux techniques de radiothérapie font aussi bien que la chirurgie quand un cancer de la prostate est découvert tôt. C'est pour ça que nous, on lance également une campagne de dépistage de cancer de la prostate qui va commencer le 8 novembre. Très bien. Voilà. Et effectivement, les personnes chez qui on découvre un cancer de la prostate tôt, ces personnes peuvent être guéries sans même chirurgie avec la radiothérapie. Et on a la chance, avec vraiment, sous l'égide du ministère de la Santé, d'upgrader notre plateau technique de radiothérapie. Est-ce qu'il y a un âge? Voilà, le taux de prévalence. Le cancer de la prostate, chez les hommes, c'est le premier cancer en Côte d'Ivoire. Le cancer du sein est le premier cancer de la femme en Côte d'Ivoire et il est le premier cancer de tous les cancers confondus. Je ne sais pas si le temps vous le permettra. Hein. On aura peut-être l'occasion de vous recevoir pour le mois de novembre, J'en serai certainement, honorée. professeur. Mais c'est nous, pour que vous puissiez nous donner d'autres détails concernant le cancer de la prostate. Et nous, on voulait déjà vous dire merci. Merci d'être présent sur notre plateau. Merci d'apporter ces informations à nos téléspectateurs et surtout pour ce que vous faites hein, dans le cadre de la lutte contre le cancer et tous les cancers au centre d'oncologie médicale et de radiothérapie Alassane Ouattara. Merci beaucoup, professeur. Merci à vous, les amis. Élisée, le fils de l'ennemi. Merci beaucoup. Hein. Il a bu quelque chose ce soir. Le professeur a sauvé des vies aujourd'hui. Effectivement, effectivement. On vous retrouve demain sur ce même plateau-là. Prenez soin de vous et des autres. Et que Dieu veille sur vous qui veillez sur la Côte d'Ivoire. À demain. Merci. Merci.